Peut-être des personnes qui découvrent le FRAC ce soir. Donc bienvenue dans ce lieu d'art et d'architecture, mais on a décidé de parler d'autre chose aussi que d'art et d'architecture, et de parler des débats de société, de parler de ce qui se passe dans le quotidien, dans le réel, même si nous, on est beaucoup dans l'imaginaire avec nos expositions. Et on a tout un cycle de nocturnes. On est à la 3e nocturne. On invite Rokhaya Diallo. Bonjour Rokhaya. Mourad Guichard nous accompagnera aussi sur cette soirée. Ensemble, ce soir, on veut parler de être noir en France. Vaste question. Vous vous demandez peut-être pourquoi on s'interroge à ces questions. Eh bien, au FRAC, on aime bien se poser beaucoup de questions très différentes. On parle de genre, on parle de sexualité, on parle ce soir avec Rokhaya Diallo de être noir en France. Et vous avez comme ça tout un cycle de nocturnes qui vont à chaque fois développer une nouvelle thématique. En juin, on parlera LGBT, on parlera écoféminisme. Donc, si ça vous intéresse, on sera ravis de vous retrouver le 2 juin. Mais je laisse la parole ce soir à Rokhaya Diallo et Mourad Guichard. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir de vous voir si nombreux ce soir. Alors je vais doubler ces remerciements parce qu'effectivement ce que j'expliquais à Rokhaya tout à l'heure, c'est que voilà, la participation de ce soir, en plus voilà, il n'y a pas que des femmes qui viennent pour des problèmes de femmes, il y a une mixité que je trouve appréciable et à cette heure-là, en pleine semaine à Orléans, c'est une participation tout à fait plus qu'honorable même, je dirais. Et donc ça montre que la thématique effectivement posée par le FRAC est une thématique qui pose question, qui va sûrement vous amener à interroger Rokhaya. Je vais présenter Rokhaya d'abord, et ensuite on va assez rapidement, on s'est mis d'accord sur cette manière de travailler, on va vraiment vous laisser la parole, parce que vous vous êtes déplacé, vous avez sans doute des choses en tête que vous avez envie d'échanger, vous avez peut-être des expériences, vous avez des questions, et donc on va assez rapidement vous laisser vous laisser le micro. Il y aura besoin juste de lever la main, et évidemment je vous tendrai le micro pour celles et ceux qui le souhaitent. Je vais vous demander techniquement juste de penser à couper vos portables, s'il vous plaît, parce que, d'abord pour la tenue des débats évidemment, mais aussi parce que la rencontre d'aujourd'hui est capturée par vidéo et par son. Donc voilà, je vous en remercie. Alors Rokhaya, à la fois, il est facile de la présenter, à la fois il est assez difficile de le faire de manière concise, parce qu'elle a vraiment plusieurs corps à son arc, et on la connaît essentiellement, notamment le grand public la connaît par sa présence médiatique. Je ne trahis pas les faits en disant ça, notamment alors, sur LCI, sur toute une série, sur RTL depuis plusieurs années, dans des émissions de discussion généralement à bâton rompu sur des thématiques sociétales, et évidemment la question du féminisme est centrale, et la question de l'identité l'est tout autant. Donc évidemment on va être amené à échanger dessus. Alors sur cette présence justement médiatique, j'avais une question. Est-ce que il n'y a pas un risque, parce qu'il y a souvent une polémique, à savoir, je pense par exemple à Raquel Garrido ou d'autres, il y a souvent on leur pose la question sur les réseaux sociaux de savoir, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous allez vous retrouver sur des plateaux, dans des émissions parfois réactionnaires, avec des invités qui sont peu recommandables, je pense évidemment à Zemmour ou d'autres. Comment vous analysez ça? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites il vaut mieux y être plutôt que de laisser la place à d'autres? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir Mourad. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir, présents et présentes en ce jour de semaine. Je suis très très heureuse d'être à Orléans, de participer à cette rencontre sur une thématique qui est importante, particulièrement à quelques jours de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et de ses traites. Merci pour cette présentation qui m'honore, et vraiment j'ai été très très bien reçue depuis que je suis ici, et je suis contente que la soirée se poursuive avec vous. Et la question évidemment de qu'est-ce qu'on fait là, je me la suis énormément posée dans le cadre de certaines interactions qui parfois ont été désagréables, où je me suis posé la question de pourquoi je m'infligeais parfois certains débats. C'est pas toujours agréable. Après, il y a plusieurs choses qui m'ont motivée. Bon, d'une part, je pense que c'est très personnel, mais je crois que j'ai vraiment un goût pour le débat. Je pense que j'y vais pas, quand je vais débattre, quand je vais échanger, j'y vais pas dans une optique sacrificielle. C'est important, et je pense que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais la question de la santé mentale, la question de se préserver des agressions extérieures et de ne pas se
se positionner dans des situations qui vont concourir à nous placer dans une difficulté, y compris psychologique. C'est assez important, surtout quand on veut soutenir des causes, quand on veut mettre en œuvre en tout cas, créer des espaces pour poser des questions qui se posent rarement. Le but, c'est pas non plus de se consumer aussi dans ces espaces-là. Donc, je pense que j'aime bien débattre et j'aime bien la contradiction. Enfin, en tout cas, ça ne m'empêche pas de dormir. Et puis, c'est mon métier. Deuxième chose, je pense que c'est important de dire que dans énormément d'interventions dans lesquelles on me voit dans les débats, la plupart de ces interventions s'inscrivent dans un contexte qui est contractualisé. Donc je suis en contrat avec des chaînes et donc je viens faire mon travail et c'est pas donc, parmi toutes les interventions que je peux faire au fil de l'année, par exemple, vous parliez à l'instant de LCI. Quand je signe pour une émission de manière hebdomadaire, ça veut dire que pendant l'année, en fait, je vais y aller 40 fois. Donc c'est énorme. Et sur ces 40 fois, il y a peut-être 1 ou 2 débats qui vont avoir une résonance importante parce qu'il y aura eu des frictions peut-être particulières ou un thème qui sera en résonance avec une polémique du moment, mais globalement ça se passe quand même plutôt bien, même si je suis minoritaire dans mes prises de position autour de la table. Et puis c'est important de savoir dire non aussi, c'est-à-dire qu'en dehors de ces débats auxquels je participe de manière encadrée, contractualisée, je reçois beaucoup de sollicitations dès lors que l'actualité se prête à une possible intervention de ma part. Et savoir se préserver, savoir se protéger, c'est aussi savoir mesurer le temps qu'on va consacrer au fait de parler et de faire le ratio en fait entre le temps qu'on va dédié à ses prises de parole et le temps qu'on va se consacrer à soi, à son travail, à ses proches, etc. etc. Donc c'est un peu dans cette optique que je prends ma décision d'y aller ou pas. Et puis après, la deuxième question, c'est que souvent on me dit oui, vous faites des débats avec des personnes qui défendent des positions extrêmement opposées aux vôtres, parfois des positions qui heurtent mes valeurs profondes. Ce que je me dis maintenant, quand je prends la parole autour d'une table avec des personnes qui sont des adversaires politiques, c'est que je ne leur parle pas. Quand je fais le débat, en fait, dans un espace public, ce n'est pas tant à eux que je parle qu'aux personnes qui nous regardent. Et parmi ces personnes, je sais qu'il y en a, même s'il n'y en a que 2, il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis. Et je pense à moi, à l'époque où j'étais spectatrice frustrée, que je répondais à ma télévision sans la possibilité vraiment d'intervenir. Et je me dis que s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui partage mes idées, qui se reconnaît dans ce que je dis, c'est à cette personne que j'ai envie de parler parce que, d'une certaine manière, faire mon travail de journaliste, c'est informer de manière honnête et de manière à permettre à des personnes qui ont besoin de comprendre les débats d'aujourd'hui avec d'autres arguments que ceux des conservateurs et des conservatrices. Et c'est un peu ce qui me motive, c'est de me dire que concrètement, les choses ne se jouent pas entre nous autour de la table. Je ne vais pas convaincre des personnes d'extrême droite, je vais pas les faire bouger, et c'est pas le but en réalité. Le but, c'est d'offrir aux personnes qui nous regardent un débat plus équilibré, et c'est ce qui me motive. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes une journaliste, vous avez notamment comme employeur le Washington Post, donc vous êtes, contrairement à beaucoup de chroniqueurs qu'on peut voir depuis quelques années maintenant, depuis une grosse décennie, sur les plateaux télé qui n'ont absolument aucune expertise, vous avez fait des études supérieures, vous savez de quoi vous parlez quand vous abordez un sujet, et donc il y a une différence, il y a un déséquilibre, me semble-t-il, de gens qui peuvent raconter tout et n'importe quoi, comme on le voit souvent, alors que vous essayez de développer, quand on vous laisse parler, vous essayez de développer une logique, quelque chose qui se tient, mais qui nécessite une attention qui n'est pas forcément celle qu'on peut retrouver sur les plateaux télé. Alors je ne sais pas comment vous gérez ça, et a posteriori, je voyais tout à l'heure en venant, je voyais par exemple quelqu'un qui vous répondait sur les réseaux sociaux en disant que vous êtes raciste, vous êtes une raciste, vous et d'autres personnalités, racistes comme l'étaient les nazis il y a 80 ans. Quand vous lisez ces choses-là, est-ce que vous vous dites, est-ce que ça en vaut la chandelle en fait? C'est la question que je me pose. En fait, quand je lis ça, je m'inquiète plus pour la personne qui dit ça que pour moi. Enfin, je me dis, c'est quand même assez incroyable de méconnaître à ce point le drame de l'Holocauste et du nazisme et de l'associer à moi et à ce que je dis qui est vraiment dans une optique complètement opposée. Et je me dis que déjà, c'est toujours assez curieux de déployer autant d'énergie pour critiquer de manière extrêmement agressive et virulente des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas vocation à rencontrer. Et c'est pour ça que je dis que je m'inquiète davantage pour cette personne-là
qui, un soir de semaine, a plus envie en fait de me faire du tort et de me faire du mal que de prendre soin d'elle-même, de prendre soin des siens, etc., avec effectivement une culture qui est très insultante pour les victimes du nazisme. Voilà, donc ça déjà, c'est... Donc moi, ça me touche pas vraiment, parce que c'est pas une personne que je connais, c'est pas une personne pour laquelle j'ai de l'estime, de ce fait, puisque je ne la connais pas, et donc ça témoigne plus de l'inconfort que cette personne éprouve à l'écoute de ce que je dis. Ce que vous disiez à l'instant par rapport au fait d'être journaliste et de vouloir commenter l'actualité, je le fais souvent avec d'autres journalistes. On nous demande des choses qui ne sont pas faciles, c'est-à-dire que malgré tout, en commentant l'actualité comme je le fais sur RTL ou sur LCI, on le fait sur l'actualité du jour, donc sur divers sujets. Sur des sujets qui m'intéressent, que je suis depuis longtemps, mais sur d'autres, sur parfois lesquels je n'ai pas d'expertise. Donc ça requiert évidemment un travail de préparation en amont, mais qui finalement nous fait participer à ce jeu de l'éditorialiste omniscient qui va parler aussi bien de la dette grecque que de la crise en Ukraine. La tautologie c'est classique ça, des Covid, plateaux. et je fais partie de ça. Donc moi j'essaie vraiment à chaque fois qu'on me propose un sujet sur lequel j'ai pas nécessairement une expertise. Par exemple, quand on a beaucoup parlé de la crise sanitaire, moi ce qui m'intéressait c'était sa gestion politique et donc ce que ça disait des rapports de force à l'œuvre dans la sphère politique française. Et donc j'essaie toujours de ramener le sujet sur l'endroit où je pensais avoir un regard qui pouvait apporter une information aux personnes qui nous regardaient. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là à participer un petit peu à ce jeu du chroniqueur ou de la chroniqueuse qui sait un peu tout. Mais je m'efforce quand même de travailler mes sujets et de toujours m'efforcer, enfin toujours faire en sorte d'apporter des éléments de compréhension. Et ce que je constate, c'est qu'il y a certains sujets sur lesquels certaines personnes estiment qu'il n'est pas nécessaire de savoir. Typiquement sur la question de la laïcité, en fait, les gens ne pensent pas qu'il soit nécessaire de lire la loi de 1905, ou de lire le premier article de la Constitution, ou de lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou la Déclaration universelle des droits humains, qui comporte en fait à plein d'aspects en fait de ce principe de laïcité. Et donc on entend tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que c'est agaçant dans le sens où effectivement on vient apporter des éléments sur ce qu'implique la laïcité, sur ce qui est impliqué par la neutralité, donc l'État, pas les usagers. Mais on est face à des gens en fait qui vont déployer des arguments complètement irrationnels. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça signifie essayer vraiment de rester sur ma ligne et de ne pas me laisser entraîner dans des débats qui vont en fait plus être animés par des émotions que par une vraie volonté d'informer. Parce qu'en fait, c'est pour ça, quand je passe à la télévision, c'est pas pour parce que les gens aiment bien me voir, c'est juste parce que mon rôle, c'est quand même d'apporter une information et qu'à la fin du débat, avec des optiques différentes, les gens soient capables de se faire une opinion sur la base de ce qu'ils ont entendu. Alors, je l'ai dit, hein, bien précisé, c'est vraiment très important pour moi comme notion. Vous êtes vraiment une journaliste professionnelle. Mais alors, est-ce que vous vous qualifiez de femme, alors c'est une question à tiroir, mais de femme progressiste, d'une part. Si vous l'êtes, est-ce que c'est dû à, alors j'aime pas ce mot, mais à votre condition de femme noire en France aujourd'hui, donc pour défendre un point de vue qui a été entre guillemets imposé par les événements, par le fait que vous avez, je crois, grandi à la Courneuve, que dans le quartier populaire et ainsi de suite, ou alors c'est autre chose qui vous motive. Ah oui, j'ai oublié de préciser l'essentiel, évidemment. Nous avons ici devant nous la future probable ministre de la Justice d'un gouvernement de gauche mené par Mélenchon. C'est en tout cas ce que Regard, nos confrères de Regard, ils ont misé sur ça, sur le fait que vous pouviez devenir garde des Sceaux. Ce qui est quand même extraordinaire. Comment vous expliquez ça et après, je vous demanderai, s'il vous plaît, de revenir à l'histoire du côté progressiste ou pas. Comment vous expliquez qu'on pense à vous, aujourd'hui, à gauche, pour être garde des Sceaux ? Évidemment, j'étais très honorée de figurer dans ce gouvernement qui était virtuel, effectivement proposé par le gouvernement virtuel proposé par la revue Regard. La justice, évidemment, c'est un immense honneur, d'autant plus que, évidemment, c'est mon cœur de connaissance. J'ai fait des études de droit, donc évidemment, c'est ça me parle, les droits humains, etc., etc. Après, j'ai absolument aucune aspiration politique, donc j'ai dit merci, mais je crois que j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Ça va aller. Non, mais après, ça m'intéresse, c'est-à-dire que réfléchir aux questions d'accès à la justice, aux questions relatives aux libertés publiques, aux droits humains, ce sont les choses qui m'ont beaucoup intéressée lorsque j'étais étudiante. J'ai pas d'aspiration de cet ordre-là, donc
Je pense qu'il y a énormément de gens très qualifiés, très motivés par l'idée d'entrer dans un gouvernement dans ce pays si la situation se présentait. Hein. C'est quand même des élections législatives qui doivent se passer avant. Mais c'était intéressant en tout cas de voir qu'il y avait énormément de forces à gauche qui pouvaient potentiellement proposer un autre regard sur le pays et sur la France. Moi, je me considère évidemment effectivement comme une femme de gauche, comme une femme progressiste. Avant d'être journaliste, en fait, j'ai été engagée dans plusieurs mouvements. D'abord dans le mouvement altermondialiste, auprès d'Attaque notamment, pendant quelques années, dans le mouvement féministe. Et puis après, j'ai fini par créer mon association antiraciste parce que dans ces deux mouvements, je me rendais compte qu'il y avait des zones qui n'étaient pas couvertes en fait, que c'était quand même des mouvements qui étaient très blancs et qui ne tenaient pas forcément compte des conditions de personnes non blanches dans le mouvement féministe, ou le fait d'associer les personnes originaires des pays endettés à la question de la dette, qui était la question centrale d'Attaque. Bon, pour moi, c'était une question qui était assez évidente, mais qui a été très discutée à l'époque où moi je militais auprès d'Attaque. Et finalement, je suis devenue journaliste avec une identité politique assez claire. Donc j'estime que c'est une grande chance parce que ça m'a permis de ne pas prétendre à la neutralité. Ce que font beaucoup de mes confrères et consoeurs, parce que déjà, ils ne font pas exactement forcément le même métier que moi. Moi, je suis éditorialiste, donc je fais du journalisme d'opinion. Et donc j'ai fait des reportages, évidemment, ça m'est arrivé pour les Inrock, pour le L ou pour l'IB, mais l'essentiel de mon travail, c'est quand même de faire de l'analyse, une analyse qui est teintée de mes opinions, et même pour le Washington Post, je fais essentiellement des biais d'opinion qui sont informés, mais avec un point de vue qui est assumé. Et donc j'estime que c'est une chance parce que j'ai pas besoin de me brider ou de prétendre à la neutralité ou à l'objectivité. Je peux parler depuis mon point de vue. Il m'arrive parfois dans mes billets de dire je. Vous avez effectivement rappelé que j'ai grandi à Paris dans le 19e et puis j'ai passé mon adolescence à la Courneuve, donc dans des quartiers très populaires. Le 19e, c'est le nord-est parisien et la Courneuve, c'est juste à côté, à quelques kilomètres du 19e arrondissement. Donc j'ai eu cette chance de vivre toujours dans des quartiers populaires avant effectivement de faire mes études. Et donc nécessairement, pour faire écho à la question de la discussion de ce soir, ce que je suis teinte ma perception du monde, et c'est pas seulement mon cas, c'est le cas de tout le monde. J'ai une expérience du monde, une expérience de la France qui est liée à la fois à mes origines sociales et à ce que les gens projettent sur moi. C'est-à-dire que je suis une femme noire, mais c'est parce qu'on me voit comme une femme noire et qu'on me traite comme une femme noire. Et donc mon rapport au monde, et en tout cas au monde français, qui est le monde dans lequel j'ai évolué durant l'essentiel de ma vie, eh bien c'est celui-là. Et je ne peux pas me départir de ça parce que même si moi je me vis comme un individu complexe avec énormément de caractéristiques, il y a une caractéristique qui apparaît comme étant saillante au regard des gens, qui est ma couleur de peau, en tout cas mon appartenance raciale supposée. Et donc tout ça, ça crée des interactions, des expériences qui font que effectivement moi c'est ce qui m'a amenée à gauche, parce qu'aussi je suis issue d'une famille issue de la classe ouvrière, donc la question de l'égalité économique, la question du traitement des questions migratoires, puisque mes parents sont des immigrés issus d'une ancienne colonie française, tout ça, enfin en française et anglaise, puisque ma mère est sénégalaise et mon père était gambien, donc c'est un territoire qui était colonisé par la couronne britannique. Et donc, toutes ces questions-là, elles me charpentent. Et donc, le regard que je peux avoir sur le monde en tant que journaliste, c'est un regard qui est teinté de tout cela. Et moi, j'ai choisi d'être à gauche parce que les injustices, je les ai rencontrées très tôt. Et j'ai envie j'ai envie que mon métier, en fait, me permette de donner un espace à des gens qu'on entend peu. Et ce que j'ai à cœur, notamment en tant que documentariste, c'est vraiment d'orienter ma caméra vers les visages qu'on voit le moins et de leur permettre d'avoir un espace, de parler et de décentrer le regard médiatique vers des voix minoritaires et de placer au centre, en tout cas de ma production, les questions qui sont les miennes et qui me travaillent. Donc, à travers mes documentaires, à travers le podcast qu'on a créé avec mon ami Grassley qui s'appelle Kif Taras, qui est un podcast qui est consacré aux questions raciales, où en fait on parle de nous deux. Donc Grace est française comme moi, elle est d'origine sino-cambodgienne et moi je suis d'origine sénégalo-gambienne, et à travers nos expériences on reçoit des personnes qui nous proposent une lecture des questions raciales sur plein de thématiques différentes, hein, la littérature, l'éducation, la relation aux parents, et ça nous permet de comprendre comment cette question-là, qui d'une certaine manière nous est imposée par la société, s'imbrique dans tous les aspects de notre quotidien, mais aussi dans les représentations publiques. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais pourquoi on en vient à vous traiter à la fois de raciste,
d'une part, et d'autre part, votre défiance vis-à-vis des institutions. Alors je pense évidemment à SOS Racisme ou à la LICRA. Vous avez affiché une défiance vis-à-vis d'eux. Où se trouve la logique à ce moment-là, puisque vous dites que vous êtes justement défenseur de minorités qu'on voit pas plus que ça, notamment dans les médias? Alors c'est une très très vaste question. Disons que la question de l'antiracisme en France est très particulière. Elle s'est incarnée très tôt dans le mouvement d'opposition à l'esclavage, donc de la part des personnes qui étaient victimes de l'esclavage et qui se sont opposées à cela, qui ont essayé de déconstruire justement les préjugés qui avaient été produits pour justifier l'esclavage et qui avaient été inscrits jusque dans le droit, notamment dans le Code noir, et puis après, lors de la colonisation, les codes de l'indigénat, et donc les personnes qui luttaient contre la colonisation et qui ont essayé de déconstruire tout cela. Donc c'est vrai que l'antiracisme français s'est beaucoup déployé en dehors des frontières hectagonales. Donc sur les territoires colonisés, en Asie, dans les Amériques, en Afrique, dans l'océan Indien, voire dans le Pacifique. Donc c'est aussi quelque chose qui fait que ce mouvement-là n'a pas toujours été porté à la connaissance de la majorité, en tout cas de manière très claire et très visible, contrairement à ce qu'on peut voir aux États-Unis, où c'est sur le territoire principal qu'a eu lieu à la fois la colonisation et l'esclavage, et donc les protestations ont eu lieu sous le nez en fait de la majorité, qui sont dans l'incapacité de ce fait aujourd'hui de dire que c'est une histoire à la fois ancienne ou de la minorer parce qu'elle était là. Et en même temps, dans les années 1980, il y a eu la première marche d'envergure nationale en 1983 contre le racisme, qui était la marche pour l'égalité contre le racisme, qui a été menée par des personnes issues des Minguettes dans la banlieue lyonnaise, par Toumi Djaïja notamment, qui avait été victime de violences policières, qui est partie de Marseille. La marche a duré presque 2 mois. Elle est arrivée à Paris, les personnes étaient 100 000. Et en fait, cette marche a abouti au fait que les jeunes personnes qui ont initié la marche ont rencontré le président de l'époque, qui était François Mitterrand. Et finalement, l'année d'après, il y a eu une deuxième marche, Convergence 84. Et ça a été l'occasion pour le pouvoir, notamment pour François Mitterrand, de créer SOS Racisme. Et d'une certaine manière, ça a été une institutionnalisation du mouvement antiraciste au détriment des premiers concernés. Donc il y avait un mouvement de terrain, un élan de terrain qui était parti des quartiers populaires, qui avait des revendications contre le racisme institutionnel, notamment les violences policières. Et en fait, François Mitterrand, avec l'aide de Jacques Attali, qui le raconte très bien dans ses mémoires, et d'une forme de médiatisation extrêmement forte, avec des stars, voilà, c'était les années 80, a créé SOS Racisme, mais en investissant un registre de l'antiracisme moral. C'est-à-dire que là où, en 1983, on voyait le racisme comme pouvant être le fait d'une institution, notamment de la police, et donc qu'il fallait qu'il soit déconstruit et que la République se questionne sur ces pratiques. En 1984, déjà, SOS Racisme a invisibilisé cette marche Convergence 84 en distribuant ces fameuses mains à la fin de la marche « Touche pas à mon pote », donc qui ont donné l'impression qu'ils étaient à l'œuvre de l'organisation de la marche, alors que c'était d'autres personnes. Et puis, on est passé à un antiracisme moral. Ce que j'appelle antiracisme moral, c'est le racisme qui dit... l'antiracisme qui dit en fait les racistes sont des méchants et nous on est gentils, et donc les gentils c'est la gauche et les méchants c'est la droite, voire l'extrême droite. Et évidemment, si on considère que le racisme est un fait individuel qui dépend de nos qualités morales, on ne peut pas lutter contre le racisme, parce qu'en fait le racisme c'est une production de l'histoire qui affecte toutes les strates de la société et dont on peut tous et toutes être complices ou auteurs ou autrices, parce qu'en fait on est imprégné de ça au quotidien, et parce qu'en fait on ne peut pas individuellement dépasser une histoire qui a plusieurs siècles, comme le patriarcat en fait. D'une certaine manière on est imbriqué dans ça, on apprend à déconstruire et à lutter contre, mais on reproduit aussi des choses que l'on apprend implicitement à travers plein de choses. Et donc SOS Racisme, c'est quelque chose que j'ai appris. Moi, je connaissais SOS Racisme et il m'a fallu arriver à l'âge adulte pour comprendre que SOS Racisme et la marche étaient deux choses différentes. Et donc, SOS Racisme a fait un vrai travail dans les années 90, notamment sur le côté judiciaire, sur le fait de porter plainte, sur les discriminations liées à l'embauche, liées à l'accès aux lieux de loisirs. Et ça, vraiment, je leur en fais crédit. C'était les fameux testings, notamment. Les testings des années 90, c'est vraiment quelque chose qui a compté, notamment dans le droit français, dans le fait de reconnaître que des gens pouvaient être discriminés sur la base de leur patronyme ou de leur faciès pour entrer notamment en boîte de nuit. Donc ça, c'est un travail qui est extrêmement important. Mais on ne peut pas lutter contre le racisme en se contentant de dire que le racisme, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est pas possible, en fait. Parce que le racisme, en fait, ce n'est pas que Jean-Marie Le Pen, et c'est bien pour ça que c'est compliqué de lutter contre. Il peut s'exprimer partout, y compris à gauche. Et la difficulté aussi qu'il y avait par rapport à SOS Racisme, c'est que
Il y a différentes formes de racisme qui vont cibler différents groupes, sur différents critères et sur des histoires différentes. L'histoire du racisme anti-noir, ce n'est pas l'histoire de l'antisémitisme, ce n'est pas l'histoire du racisme anti-asiatique, ce n'est pas l'histoire de l'islamophobie. Ce sont des histoires qui peuvent se croiser, parce qu'évidemment, on peut appartenir à plusieurs de ces catégories en même temps, mais ce sont des histoires qui ont une généalogie particulière. Et donc, dans un mouvement antiraciste, il faut à la fois être capable de lutter contre le racisme en général, mais de tenir compte des spécificités de chaque groupe. De savoir comment lutter contre le racisme qui va viser les personnes d'origine rome, de savoir comment lutter contre la négrophobie parce qu'elle est liée à l'esclavage, de savoir lutter contre l'antisémitisme parce qu'il est lié à une histoire particulière, d'abord l'antijudaïsme issu du christianisme et surtout l'antisémitisme qui est lié à une pensée qui est concomitante en fait à la colonisation et donc qui a été pensée par des théoriciens, etc., par un racisme pseudo-scientifique. Et donc si on ne distingue pas les groupes et si les groupes ne sont pas capables de se prononcer par rapport à leur propre vécu, en fait, on ne peut pas lutter efficacement contre le racisme. Et peut-être que la difficulté qu'il y a eu avec SOS Racisme, c'est vraiment de dire qu'il faut qu'on passe un antiracisme non plus moral, mais politique, et il faut que chacune puisse parler de sa condition. Il faut que les Asiatiques de France aient la possibilité de parler de leur invisibilisation. Du fait que systématiquement, quand on parle d'antiracisme en France, on va dire les Noirs et les Arabes. Alors qu'en fait, il y a des gens qui sont asiatiques de l'Est, asiatiques du Sud, donc d'origine notamment indienne, sri-lankaise, pakistanaise, et qui sont complètement effacés de la question de l'antiracisme. Il y a des personnes qui sont d'origine rome, de plein de groupes ethniques différents. Et donc, c'est ça qui fait que dans les jeunes générations, en fait, il y a eu un désir d'être plus précis et d'être aussi peut-être moins moralisateur. Et de dire qu'il ne s'agit pas de bien et de mal, mais de politique, et vraiment de comprendre que l'histoire, il faut l'écrire depuis le point de vue des personnes minorées, et il faut faire en sorte que la République, en fait, elle puisse être nommée comme n'étant pas irréprochable. La République, c'est un idéal qui, dans les textes, extrêmement, évidemment, intéressant, mais qui, dans les faits, a pu produire du racisme. Et ça, il faut pouvoir le dire. Je comprends tout à fait. Alors, je vais juste revenir à la question, évidemment, dans ces groupes, ces différents groupes que vous pointez comme étant différents les uns des autres. À quel moment, par quel cheminement vous êtes arrivé à vous dire, peut-être, vous allez me préciser ça, à vous dire qu'il y a aussi dans un même groupe, on va prendre un groupe subsaharien, X, Y, Z, dans ce même groupe, il y a aussi une différence entre la manière dont les hommes vivent ce racisme en France et la manière dont les femmes vivent ce racisme. Est-ce que vous faites une différence profonde entre les deux ? Alors, avant de répondre à ça, je m'aperçois que je n'ai pas répondu au début de votre question sur le fait que des personnes me qualifient de raciste. C'est que parmi tous, évidemment, on parle des groupes minorés. Et toujours le racisme va se focaliser sur les personnes qui sont potentiellement victimes de racisme. Donc on va parler de minorités visibles, par exemple, mais on ne va jamais nommer la majorité qui est invisible. Et je pense que ce qu'il y a dans l'antiracisme tel qu'il se formule aujourd'hui, donc l'antiracisme politique, c'est l'idée de parler aussi des personnes blanches. Et de rappeler que blanc ou noir, ce sont des constructions. C'est-à-dire que ma couleur de peau n'est pas véritablement noire comme la couleur, c'est une construction politique qui a servi à justifier une domination, tout comme blanc, en fait, ce n'est pas une couleur de peau, c'est une condition raciale. On n'est pas blanc comme une feuille de papier. On est un dégradé de beige et de rose tout à fait varié. Entre le sud et le nord de l'Europe, il y a quand même énormément de couleurs différentes. Tout comme les personnes noires, quand on regarde les noirs, ça va de Nicki Minaj à Lilian Thuram. On voit bien qu'il n'y a absolument aucune ressemblance entre ces gens, mais ce qui va finalement rassembler ces gens, c'est une expérience collective. C'est le fait que les gens que j'ai nommés sont sans doute issus de la déportation de millions de personnes depuis le continent africain et qui ont été réduites à l'esclavage et qui aujourd'hui héritent en fait de cette condition historique. Et donc c'est pas une question d'apparence physique. Les Noirs sont très très variés et d'ailleurs dans le contexte africain, le fait d'être noir ne veut rien dire. C'est dans un contexte justement où on est minoritaire que cette situation-là devient une situation politique et une situation de minoration. Donc le fait de nommer les personnes blanches et de dire on ne peut pas parler du racisme sans parler des personnes qui en tirent un bénéfice. Et quand je dis qu'ils en tirent un bénéfice, c'est pas de dire qu'ils sont méchants ou que ce sont tous des racistes, mais de dire que par exemple tout à l'heure on parlait de discrimination à l'embauche, on peut parler de discrimination au logement. Quand une personne est discriminée à l'embauche parce qu'elle n'est pas blanche, ça veut dire qu'une personne blanche va être recrutée. Et cette personne blanche, elle est peut-être très gentille. Mais concrètement, elle va bénéficier d'une situation d'injustice, même si elle ne le sait pas en réalité. Et donc c'est de ça qu'il s'agit de parler, de dire qu'on vit une condition en fait, qui est avantageuse, mais qu'on n'a pas toujours la possibilité d'en avoir conscience. Et donc
il est important de parler de tous les aspects de la domination, comme on ne peut pas dénoncer le patriarcat sans parler de la condition masculine. Donc pour revenir à ça. Oui. Et donc, du coup, je suis perdue toute seule. Pas de souci, Rokhaya. Non, je disais, à quel moment, enfin, quel cheminement vous avez pensé peut-être que dans un même groupe, il peut y avoir des discriminations contre les hommes d'un même pays, je prends le Sénégal au hasard, et qui ne sera pas la même condition que les femmes, pour revenir à notre sujet de... Oui, alors, il se trouve que moi, j'ai commencé mes engagements par le féminisme. Donc c'est vrai que, pour moi, la discrimination la plus évidente, sachant que j'avais grandi dans des quartiers assez populaires, je ne ressentais pas forcément négativement le fait d'être noire. Parce que ce n'était pas quelque chose qui me distinguait particulièrement. Quand j'étais dans le 19e arrondissement de Paris, ou quand j'étais à La Courneuve, ou quand j'étais en Seine-Saint-Denis, on était très nombreux à être, pas forcément si nombreux que ça à être noirs, mais en tout cas asiatiques, non blancs, avec des parents immigrés ou étrangers, avec des accents. Donc ce n'était pas quelque chose qui nous caractérisait. Et donc, finalement, être noir... ça voulait dire quelque chose, mais je le ressentais plus en regardant la télévision et en voyant des représentations très stéréotypées que dans mon quotidien individuel. C'est plus tard, à l'âge adulte, en me sentant seule dans des espaces peut-être plus bourgeois, que j'ai compris que ça voulait dire quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé. En revanche, la question du féminisme, je l'ai comprise très vite parce que dès le lycée, en fait, j'avais pris l'option SES en seconde, donc sciences économiques et sociales. Donc on avait des cours sur les inégalités de salaire. Sur sur un certain nombre d'injustices qui étaient liées au genre. Et donc ça, je l'ai compris en fait très très jeune, que le fait d'être une femme, en fait, ça allait m'entraver, y compris dans ma carrière, y compris dans mes revendications d'égalité. Et donc c'est dans cet engagement, en fait, c'est dans le féminisme que j'ai compris le racisme, dans le sens où moi je me suis engagée dans le mouvement féministe majoritaire, à un moment où il y avait énormément de débats sur le port du foulard, notamment dans les écoles. Et en fait, je dois vous avouer que je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais autour de moi des gens qui m'expliquaient que parce que des femmes portaient le foulard, ça signifie qu'elles étaient dominées, et que comme elles étaient dominées, il fallait les exclure de l'école. Je me disais, mais en fait, pour moi, l'école, c'est un espace d'émancipation. Donc, à supposer qu'elle soit dominée, ce qui reste à prouver, en tout cas qu'elle soit contrainte de porter le foulard, ce qui reste à prouver, quel service on leur rend, en fait, en réduisant leurs accès à un service public. Et donc moi, ça m'a beaucoup interrogée. Et ce que j'entendais surtout, c'est qu'on parlait toutes à la place de personnes qui n'étaient pas là. Il y a eu un nombre de débats incalculable sur les personnes qui portaient le foulard, et que finalement, ça a commencé à l'école et que ça a pris de plus en plus d'espace. Et je me suis sentie assez seule dans un mouvement féministe qui ne comprenait pas que finalement, à conviction égale, moi je suis musulmane aussi, en fait, un homme musulman qui partage les mêmes convictions qu'une femme qui porte le foulard, il n'a rien en fait, il lui arrive rien. On ne débat jamais de sa barbe ou de la taille de son vêtement. Et que finalement, pour des politiques qui se prétendent antisexistes, on se concentre tout le temps sur comment sont habillées les femmes. Est-ce que la jupe est longue? Est-ce que le turban est large? Ce sont des choses quand même qu'on a entendues dans les établissements scolaires. Et on va finalement toujours faire la police du corps des femmes. Soit elles sont trop habillées, soit pas habillées. Et moi, ça m'a plus interpellée par rapport aux femmes musulmanes, même si moi je porte pas le foulard, je veux pas le porter, et je trouve que c'est important que toutes les musulmanes ne se ressemblent pas et qu'on ait justement cette liberté de choix. Mais c'est par ce biais-là que j'ai compris qu'il y avait en fait des féminismes minoritaires et que l'émancipation des femmes minoritaires passait par le fait qu'elles énoncent leurs propres conditions depuis elles-mêmes. Et que évidemment, si des femmes sont contraintes à porter le foulard ou à faire quoi que ce soit, je me tiens à leur côté, je les soutiens. Mais je ne veux pas que pour autant on les contraigne à faire le contraire de ce qu'elles ont envie de faire. Et que la liberté, en fait, c'est de permettre aux femmes de choisir ce qu'elles veulent faire de leur corps. Et ce mantra en fait, féministe des années 70, mon corps m'appartient, il s'applique à tout le monde, y compris aux femmes musulmanes. Et particulièrement en ce moment, avec ce qui se passe aux États-Unis, on comprend l'importance de pouvoir disposer de son corps. Mais vraiment, j'étais assez choquée en fait, de voir que finalement... Moi, je connaissais beaucoup de femmes qui portaient le foulard pour diverses raisons et que ça ne me dérangeait pas, mais que je sentais que c'était un gros problème pour des femmes qui se disaient féministes comme moi. Et c'est l'époque aussi, au milieu des années 2000, il y avait une marche du 8 mars, donc pour l'égalité femmes-hommes, au cours desquelles, où des femmes musulmanes qui portaient le foulard avaient décidé de participer à la marche. Et en fait, elles avaient été jetées manu militari par d'autres femmes. Et franchement, je me suis dit, moi, je peux pas m'associer à ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, à réfléchir à l'antiracisme à partir de ça. Et
Et en fait, c'est vraiment dans les mouvements de gauche que je me suis interrogée. Je me souviens que je parlais d'attaque tout à l'heure et de la question de la dette, mais je vais un peu élaborer ce que je disais à l'instant. On travaillait beaucoup cette question des pays endettés. Donc des pays du Sud global qui sont endettés vis-à-vis des pays du Nord, notamment une dette post-coloniale, enfin, ce qui a été très bien théorisé par Aminata Traoré sur le fait que c'était une dette en fait, qui ne se remboursait jamais et qui, d'une certaine manière, les maintenait dans une situation de domination coloniale. Et à l'époque, j'habitais toujours dans le nord-est de Paris, donc notre section d'attaque était dans cet arrondissement-là, qui est un arrondissement extrêmement mélangé. Donc c'est le 18e, c'est aussi bien Montmartre que la Goutte d'Or, donc un quartier très populaire, que voilà, que les Puces, voilà. Donc c'est vraiment une synthèse de Paris assez intéressante. Et donc nous, à l'époque, on se disait, puisqu'on travaille sur la dette, ce serait intéressant d'associer les populations, notamment maliennes, qui sont très nombreuses à la Goutte d'Or, puisque le Mali est un des pays les plus endettés du monde. Et je me souviens de m'être entendu répondre par des camarades, « Ah non, mais là, c'est pas notre public. » Et je me suis dit, mais pardon. Enfin, je comprends pas en fait. On peut pas faire de la théorie sur ce qui a un impact en fait. Ce qui fait que des personnes quittent leur pays pour venir en France, c'est justement la situation économique de leur pays et notamment toutes les mesures liées au FMI qui imposait des mesures de restriction des budgets au Mali et donc qui faisait qu'il n'y avait plus de services publics et que les gens devaient migrer en France et on peut pas se détacher comme ça. Et effectivement, à Attaque, à part moi et peut-être une autre personne, tout le monde était blanc. Donc moi, je m'identifiais aux gens en fait qui venaient du Mali, puisque mes parents étaient venus du Sénégal. Mais il y avait quand même quelque chose un peu de gauche, d'engagement à gauche un peu théorique. Et donc pour en revenir à la question du féminisme des femmes non blanches, moi je l'ai compris parce que je sais que j'avais des problématiques en fait qui m'étaient propres en tant que femme noire et qui n'étaient pas forcément incluses dans le féminisme général. Et peut-être que c'est le moment de parler de la question de l'intersectionnalité. Oui, bien sûr, oui, j'allais rebondir dessus avant de laisser la parole à la salle. C'est beaucoup. Alors, on a vu des mots comme ça arriver. Alors, l'intersectionnalité. Alors, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on vous le reproche. Alors, je pense notamment au groupuscule d'activistes du printemps républicain, issus de la mouvance Valls pour aller vite, qui vous reproche ça, qui vous reproche d'être woke. Alors, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, le wokisme, qui transforme des positions qui, dans d'autres pays que vous connaissez bien, notamment les États-Unis, sont des termes acceptés, qui ici sont quasiment des injures. Donc, voilà, oui, comment vous pourriez expliquer simplement ces deux notions qu'on voit fleurir un peu partout? Alors effectivement, l'intersectionnalité, c'est un mot qui n'est pas facile. C'est vrai que c'est difficile déjà à dire. Et puis dans un contexte français, qu'il est surgi comme ça, d'abord dans les mouvements militants pour devenir un peu un mot qu'on oppose en fait aux féministes décoloniales. Il faut l'expliquer tout simplement. En fait, c'est un mot qui vient du monde de l'université, qui a été créé par Kimberlé Crenshaw, qui est une juriste, c'est une universitaire américaine, qui est une juriste. Et en fait, elle l'a créé en 1989 pour décrire une cas de discrimination à l'embauche. C'est le cas d'une femme qui s'appelle Emma de Graffenred, une femme noire, qui avait porté plainte contre une entreprise dont elle estimait qu'elle l'avait discriminée. Et elle avait été déboutée par les juges qui disaient « Vous n'avez pas été discriminée puisque l'entreprise que nous avons étudiée recrute des personnes noires et recrute des femmes. » Donc il n'y a absolument aucune raison pour laquelle vous pouvez vous penser discriminée. Sauf que Kimberlé Crenshaw a étudié la situation de l'entreprise et elle s'est aperçue de deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, l'entreprise recrutait des personnes noires, mais toutes les personnes noires qui étaient recrutées étaient des hommes, qui étaient notamment spécialisés dans les tâches ouvrières. L'entreprise recrutait aussi des femmes, mais toutes les femmes recrutées étaient des femmes blanches, qui étaient notamment des femmes qui faisaient de l'assistanat du secrétariat. Donc Emma de Graffenred n'avait pas été discriminée parce qu'elle était noire ou parce qu'elle était une femme, mais précisément parce qu'elle était une femme noire. Et que dans cette division genrée et raciale du travail, on ne pouvait pas la penser. Et les juges n'avaient pas d'outils juridiques pour penser sa condition spécifique, qui la plaçait à l'intersection de deux formes d'oppression, qui sont l'oppression raciale et l'oppression de genre. Et donc, elle a dit qu'il était important qu'on comprenne qu'on pouvait être discriminé, non pas parce qu'on appartient à une catégorie particulière, mais parce que plusieurs appartenances simultanées nous excluent.
Et donc l'intersectionnalité a été pensée sur la condition d'une femme noire, mais évidemment, ça n'a pas été en réalité inventé en 1989, puisqu'il y a plein de femmes noires, mais pas seulement, qui ont pensé leurs conditions minoritaires, dans le cadre par exemple de l'esclavage, comme Sojourner Truth, qui est une femme qui avait été victime de l'esclavage aux États-Unis, qui s'est exprimée dans une convention féministe en 1855, je crois, féministe blanche, et elle a eu cette fameuse phrase très connue où elle disait « Ne suis-je pas une femme ?» donc auprès d'un public de femmes blanches majoritaires et en parlant de sa condition. Donc c'est quelque chose qui avait été pensé, mais le nom intersectionnalité a été créé pour désigner une condition qui existait. Et aujourd'hui, on l'utilise pour parler de plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut être une femme noire, évidemment, ou une femme asiatique, une femme handicapée, une femme lesbienne, une femme juive, une femme musulmane. Ça désigne en fait le fait d'être tout ce qui peut croiser en fait le sexisme et lui donner une autre résonance. Et dans les années 60-70, par exemple aux États-Unis, il y a des femmes qui s'étaient inscrites dans le mouvement antiraciste, notamment auprès des Black Panthers, et qui ont quitté ce mouvement parce que justement, elles avaient l'impression que dans ce mouvement-là, en tant que femmes, elles étaient exposées à du sexisme. Et ce que ça dit précisément, l'intersectionnalité, c'est que la condition d'une femme noire, pour reprendre ce cas, c'est une condition qui peut à la fois l'exposer à du racisme de la part de toutes les personnes blanches, en tout cas non noires, y compris les femmes, mais qui peut aussi l'exposer à du sexisme de la part de tous les hommes, mais y compris les hommes noirs. Donc elle a cette condition singulière qui l'oblige à penser une oppression double et des alliances aussi. Parce que on peut vouloir lutter contre le racisme avec d'autres personnes noires, mais se protéger aussi du potentiel sexisme ou de l'homophobie si on est une femme lesbienne, du validisme si on est une femme handicapée, etc. etc. Et donc c'est un outil extrêmement important. Et c'est pour moi l'outil le plus universaliste qui soit, puisque c'est l'outil le plus inclusif, puisqu'il tient compte de tout le monde et qu'il a vocation à donner la visibilité à chaque forme d'oppression pour que chacune puisse s'y retrouver dans un mouvement en fait, qui va dire on est juste féministe, sans se rendre compte que parmi les femmes, il y a des femmes qui sont pauvres. Et on ne peut pas avoir un féminisme strictement bourgeois et se dire on est des universalistes, alors qu'en fait, on se présente comme étant universaliste depuis 3 arrondissements parisiens. Donc c'est ça, en fait, qui est important. Et je trouve que, en fait, souvent, on retourne, en fait, des mots contre des personnes, comme la question du wokisme. Moi, je dis tout le temps, mais woke, ça veut dire être éveillé. Je préfère vraiment être éveillé aux injustices que d'être endormi. Je ne vois même pas en quoi c'est insultant, en fait. Après, c'est un mot qui a émergé dans un contexte qui n'est pas le nôtre, qui est le contexte américain, mais tout ce que charrie ce mot me parle et je m'en revendique totalement. Et je pense que c'est important de ne pas se laisser justement intimider par des personnes qui essayent de nous accuser, et comme si c'était des vocables qui étaient infamants. Et je pense que l'universalisme, il faut le revendiquer. Il faut le revendiquer parce que ce n'est pas le bien d'un camp, c'est notre bien à tous. Il faut non seulement le revendiquer, mais le formuler avec nos propres critères. Et donc, ne pas le laisser justement s'incarner dans une forme bourgeoise, blanche, parisienne, mais au contraire lui donner une forme multiple. Et donc, utiliser l'intersectionnalité, le wokisme, si je puis dire, pour lui donner une forme plurielle et inclusive. C'est vrai que le dévoiement, et j'en finirai provisoirement là-dessus, c'est vrai que le dévoiement du sens des termes, de ces termes-là, quand vous employez universalisme, c'est exactement ce qu'on vous projette en disant nous, alors nous c'est le Printemps républicain, la LICRA et autres, disent nous sommes universalistes, contrairement à Madame Diallo qui elle en gros, va vers un renfermement, va vers du, c'est l'expression qui revient assez régulièrement, c'est sur le repli identitaire, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est du communautarisme. C'est ça, communautarisme, indigénisme parfois, voilà. Islamo-gauchisme. Oui, alors l'islamo-gauchisme, là j'en connais quelques-uns d'islamo-gauchisme, mais je ne les dénoncerai pas. On va passer, comme je l'avais promis, aux questions, et je vais vous demander de potentiellement donner, peut-être, si vous faites partie d'une association, d'un mouvement, d'un parti, et que ça éclaire la question que vous allez poser ou l'intervention, de ne pas hésiter à le dire, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Rokhaya, est-ce que je peux me permettre de tutoyer ? Aucun problème. Voilà, parce que c'est plutôt ma position habituelle. On se croise sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Sabrina, je suis de gauche, on va dire, voilà, et antiraciste.
Donc après, je suis pas encartée. Donc voilà. Bref. En tout cas, oui. D'abord, je voulais te dire merci pour un livre que tu as écrit récemment. Je pense que c'est le dernier ou que tu as écrit toute seule. C'est Ne reste pas à ta place. Je le commence à peine et je me reconnais énormément dans ton parcours. Voilà, pour information, je suis diplômée de Sciences Po et je n'ai pas transformé l'essai. Bref, mais voilà, je suis très admirative de ton parcours et je m'y reconnais beaucoup. Tu te définis comme une transclasse, il me semble. On dit souvent aussi transfuge de classe, mais ça après c'est des questions plus de terminologie. Moi, je voudrais vraiment dire que j'apprécie beaucoup ton attitude, mais je pense que je suis pas la seule. On doit être beaucoup dans cette salle. Pour moi, en fait, et ton livre dont j'ai lu les premières pages l'explique. De fait, en fait, et très malheureusement, tu es une forme de poussière dans la matrice. Je pense qu'il y a quelque chose du parcours et de l'éducation. Bien sûr de la personnalité et aussi voilà des opportunités, mais des opportunités que tu as su créer et je trouve ça génial. Voilà. Donc, merci beaucoup. Écoute, et ma question va arriver, mais elle part beaucoup de ça. Donc ouais, cette place singulière de l'Assomption dans la complexité que je trouve vraiment importante parce qu'en fait on vit dans une société où on a tendance à nous monolotiser, enfin bref, en tout cas à faire de nous des spécialistes, des personnes uniformes et on a parlé aussi d'universalisme. Et très clairement, voilà, enfin, je trouve que c'est pas simple en fait de se créer ces lieux où on peut être tout ce qu'on est à la fois, de manière entière et sans que à la fois ça heurte, mais surtout de manière à pas en souffrir en fait. Donc vraiment bravo à toi pour ça. Et ma question, elle vient de ça en fait. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour créer ces conditions ? Moi, j'ai une part de la réponse à mon niveau. Je pense qu'il faut vraiment créer des choses et à un niveau vraiment social, c'est-à-dire ensemble. Ça, c'est très important. Et voilà, et peut-être parler aussi vite fait de cette illusion de la méritocratie française de laquelle moi je me suis pas encore remise pour information, mais qui dit beaucoup en fait de cette injonction finalement très diffuse de rester à sa place. Voilà. Et donc merci pour tout. Merci un peu longue, merci vraiment. Merci pour ta question. Alors Rokhaya, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne 2-3 questions ou alors vous souhaitez répondre question par question? C'est comme vous le souhaitez. On peut en prendre plusieurs, oui. Ouais, on va en prendre 3. Merci. Alors, bonjour plutôt. Alors, tout à l'heure, on a interagi sur Twitter. Et du coup, en fait, je suis non-binaire. Et je vous suis depuis 2015 par rapport à BTTV. Du coup, je pense que, en fait, en tant que femme noire, vous m'avez beaucoup inspiré. Vous m'avez appris à aimer ma culture, à être fière de qui je suis. Et honnêtement, c'est pour moi, en tant que personne dark skin, ça m'a vraiment, on va dire, empowered. So, vraiment, merci beaucoup à vous. Et j'aimerais qu'on parle beaucoup du colorisme, en fait. Parce que j'ai pas été conscient du colorisme jusqu'à mes 17 ans. Actuellement, j'ai 19 ans, j'en ai bientôt 20. Et le colorisme, on va dire, m'impacte tous les jours. Et au niveau du travail, de tout le reste, ça impacte beaucoup. Et j'aimerais beaucoup genre, on débat dessus, qu'on essaie d'améliorer ça. Parce que, en tant que personne noire, en tant que dark skin, on n'a pas à avoir honte de qui on est, en fait. Parce que c'est juste une couleur de peau, en fait, juste une teinte. Et avoir honte de qui on est, c'est pas nécessaire. Donc, merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Et pour moi, vous êtes une inspiration. Vous comptez beaucoup pour moi. Mais parmi beaucoup d'autres femmes noires, vous comptez beaucoup. Et merci à vous ce soir. Merci beaucoup. Vraiment merci. Alors, j'ai noté la dame au fond. Comme c'est 2 questions un peu lourdes, je vais vous passer la parole juste après. Je vais laisser Rokhaya répondre. D'accord. Alors, je vais répondre dans l'ordre sur la question de la transition de classe ou du transfuge de classe. Quand on m'a proposé d'écrire « Ne reste pas à ta place », c'était plutôt une approche développement personnel. Alors, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est justement de dire que le développement personnel, c'est souvent des injonctions qui sont faites à des individus de se déployer en faisant fi du contexte. Donc moi, ce que j'ai tenu à dire, effectivement, dès les premières pages, c'est qu'on ne peut pas se faire seul dans un contexte qui est oppressif. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui est sexiste, patriarcal, où il y a du racisme, de l'homophobie, du validisme, etc. Donc on ne peut pas faire reposer sur des individus la responsabilité de leur succès, entre guillemets, et de leur épanouissement aussi bien physique que mental que professionnel, dans un contexte en fait où les entraves sont si nombreuses. Donc moi, ce que j'avais envie de dire aux gens, c'est que déjà, vous n'êtes pas responsable d'échecs dans un contexte qui peut être hostile. Et j'avais juste envie, à travers ce livre, de dire que malgré tout,
quand on arrive à faire des choses qui nous satisfont moralement, il faut savoir les célébrer. Et moi, ce livre-là, c'était plutôt l'idée d'une invitation à la célébration des choses qu'on arrive à faire qui font dérailler un petit peu la machine. Et en partant de ma propre histoire où effectivement j'ai rien fait de ce qui aurait pu être prévu à ma naissance, puisque effectivement je suis issue d'une classe populaire, d'une famille de parents immigrés qui sont arrivés en France dans les années 70, et qu'en même temps il y a plein de choses qui s'expliquent, c'est-à-dire que même si comme ça dans la grande image on se dit il n'y a aucune chance, mais d'une famille quand même assez peu nombreuse, ce qui est rare dans une famille africaine, j'ai qu'un frère, des parents qui sont restés ensemble toujours, qui malgré le fait qu'ils n'avaient pas fait d'études nous ont quand même accompagnés, donc il y a plein de petits facteurs quand même qui dans la cellule familiale peuvent expliquer des choses et qui sont pas liés à des qualités individuelles en fait. C'est pas parce que j'ai des qualités particulièrement impressionnantes que je suis là où je suis, mais c'est parce qu'à la fois j'ai fait des rencontres et que ces rencontres, j'avais les conditions mentales pour leur donner forme et qu'elles ont fait écho à des conditions matérielles qui m'ont permis d'aller là. Donc tout ça c'est important de le dire parce que souvent il y a ce côté quand on veut on peut, et c'est vraiment le contraire de ce que j'ai envie de dire. Moi je ne suis pas du tout favorable à cette idéologie libérale et individualiste. Je pense que il suffit pas de vouloir pour pouvoir. Déjà vouloir ça implique plein de conditions, d'avoir la capacité de vouloir, et puis vouloir ça ne suffit pas en fait. Si le contexte ne nous permet pas de mettre en œuvre ce qu'on a en tête, ça ne peut pas marcher. Donc il y a des facteurs aussi qui sont liés à la chance. Moi je sais que j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de faire des choses que j'aurais même pas imaginé pouvoir faire. Après il y a des choses aussi qui sont de l'ordre des des barrières qu'on peut se poser, donc savoir dire non, savoir dire oui, c'est aussi des choses qui s'apprennent et que j'ai voulu aussi partager avec ce livre. Et puis, dans ce livre, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que finalement ma carrière m'a rendue assez polyvalente, mais c'est vraiment la conséquence des difficultés. C'est que si j'ai appris à faire plein de trucs, c'est parce qu'en fait, on m'a fermé plein de portes. C'est que moi, il y a des moments, j'ai eu des gros moments de doute et de crise parce que j'ai perdu énormément de boulot en disant ce que je dis. Et en fait, pour une porte qui se ferme, il y a la question de la survie qui s'est posée, mais matérielle, vraiment totalement matérielle, qui m'ont obligée en fait à me dire ok, bon ça c'est terminé, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux faire. Et évidemment, avec un contexte où j'avais des gens qui étaient prêts à me suivre, où je ne me suis pas limitée en me disant je ne sais pas faire de documentaire, mais je vais commencer à en faire un peu toute seule en tremblant dans mon coin. Et c'est tout ça. Mais la réalité, c'est que si les choses s'étaient passées facilement, je pense que j'aurais même pas eu besoin de savoir que je sais faire des films, que je sais écrire sous différentes formes, faire des bandes dessinées, faire un podcast. Et donc, d'une certaine manière, c'est l'adversité qui m'a rendue créative. Et aujourd'hui, j'en tire un bénéfice parce que j'adore ce que je fais. Mais il y a vraiment des moments où ça a été vraiment une démarche de l'ordre de la survie parce que j'ai eu des grosses difficultés. Donc voilà. Mais je pense vraiment qu'il faut vraiment promouvoir la solidarité et la création collective parce que honnêtement on se fait jamais seul. Le côté je me suis fait toute seule, non, en fait je me suis absolument pas faite toute seule. Je me suis faite grâce à plein de gens qui ont cru en moi et qui croient encore en moi aujourd'hui, qui travaillent avec moi, qui sont moins visibles que moi, mais c'est l'étape où je suis visible, c'est la fin en fait de tout un processus où il y a énormément de gens qui sont intervenus et qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné ma chance, etc. Donc ça c'est aussi important de le dire, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ça. Et donc n'hésitez pas, on avait fait à l'époque de la sortie du bouquin un hashtag ne reste pas à ta place sur les réseaux et il y a eu des milliers de témoignages et qui sont encore visibles, mais si vous voulez participer, je trouvais ça génial que des gens racontent un peu la manière dont ils avaient déjoué les pesanteurs sociales, même si c'était pas fait tout seul, c'était quand même super réjouissant de le lire. Et donc je vais répondre à votre question sur le colorisme. Le colorisme, c'est une échelle de valeurs esthétiques au sein des communautés noires qui vont donner davantage de valeur et qui vont considérer que sont plus belles les carnations les plus claires, les yeux les plus clairs et les cheveux les moins frisés. Et donc c'est quelque chose qu'on voit à l'œuvre en fait, notamment dans la culture populaire, au niveau du cinéma. Je dirais plutôt du cinéma américain parce qu'en France j'ai l'impression quand même qu'on arrive plus facilement à mettre en avant des femmes qui ont la peau foncée, ou dans la mode pendant très très longtemps. En fait les personnes qui ont été les plus visibles, en tout cas les personnes noires qui sont considérées comme les plus belles, c'est souvent plus des Beyoncé et des Rihanna que des personnes comme Lupita Nyong'o qui a la peau très foncée, les cheveux très frisés, très crépus, courts, etc., etc. Et donc c'est cette valorisation en fait qui va pousser
les personnes les plus foncées à essayer de ressembler aux personnes les plus claires. Donc, qui vont encourager la dépigmentation, qui vont encourager aussi peut-être le fait de masquer ses cheveux et de ne jamais les montrer. Moi, je ne suis pas du tout dans la police de « il faut absolument avoir les cheveux naturels, etc. » On fait ce qu'on veut. Mais moi, l'interrogation, c'est pourquoi on n'est jamais capable de montrer ses cheveux quand ils sont crépus. C'est plus ça, en fait. C'est pourquoi, en fait, on est la seule catégorie de personnes qui parfois, ne montrent jamais ses cheveux tels qu'ils sont, parce qu'ils sont tellement perçus comme étant esthétiquement inacceptables que ça devient quelque chose d'impossible à montrer, parce qu'on va considérer qu'on n'est pas coiffé. Parce que il y a plein de raisons. Il y a des raisons aussi politiques. On parlait de racisme systémique en faisant un livre qui s'appelle Afro, qui était aussi une exposition. Moi, j'ai appris, par exemple, que dans le CAP de coiffure en France, donc qui est un diplôme de l'éducation nationale, en fait, la compétence qui permet de coiffer les cheveux comme les miens n'est pas une compétence obligatoire. C'est-à-dire que, en fait, pour l'éducation nationale, je n'existe pas. Vous pouvez être considéré comme un coiffeur ou une coiffeuse compétent, diplômé d'État en France, et ne pas savoir coiffer une très grande partie de la population. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire qu'on est indigne d'être coiffé? Ça veut dire qu'on n'existe pas? Ça veut dire que, en fait, le fait qu'on soit bien coiffé, c'est pas important. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que des gens comme nous, pour nous coiffer, en fait, il faut qu'on déploie nos ressources. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve les personnes compétentes. Il faut qu'on arrive. Quand on habite dans des grandes villes, c'est plus ou moins facile, mais c'est possible. Quand on habite dans des endroits plus petits où il y a très peu de gens qui nous ressemblent, c'est plus compliqué. Donc ça veut dire qu'en fait, au cours de notre vie, on aura passé un temps incroyable pour faire quelque chose de très simple pour la plupart des gens. Donc je parle de se coiffer, mais c'est pareil, trouver les produits qui ne sont pas vendus en supermarché, alors que dans d'autres pays c'est le cas. Donc c'est toute cette charge en fait qui va effectivement renvoyer un message qui est vous n'existez pas, ou en tout cas ce que vous êtes ne mérite pas d'attention, ne mérite pas de service, ne mérite pas qu'on vous offre des biens, un confort qui vous permettent tout simplement de jouir de votre vie quotidiennement. Et donc le colorisme, c'est cette idéologie, donc c'est vraiment, ça fait partie du racisme, qui va survaloriser les peaux les plus claires et qui va stigmatiser les peaux les plus foncées. Et donc qui va envoyer implicitement un message aux personnes les plus foncées qu'elles sont pas belles en fait, qu'elles sont pas belles. Pendant très longtemps, dans les films, les méchants c'était toujours les noirs foncés. Ou quand il y avait deux filles, il y en avait une qui était claire, qui était gentille, qui était mignonne, et la foncée c'était toujours la méchante, la jalouse. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, là, Un prince à New York, par exemple. Quand même la gentille, la princesse, c'était la fille qui était très claire, et puis l'autre c'était la rageuse en fait. Donc c'est tous des messages implicites en fait qui donnent l'impression qu'il y a des personnes qui sont indignes d'être considérées. Et moi je me rends bien compte que je n'avais pas forcément très conscience du colorisme, parce que dans l'environnement où j'ai grandi, c'était pas forcément quelque chose qui était très important, même si je suis originaire d'un pays où il y a énormément de dépigmentation, et pourtant où les gens sont très très foncés de peau. Pour autant, moi, je me suis vraiment rendu compte de ça quand j'ai commencé à faire de la télévision, où j'ai reçu des emails de personnes en fait très agréablement surprises de voir une femme noire foncée avec un nom africain, avec des cheveux naturels, venir parler d'un sujet sérieux à la télévision. J'ai reçu des mails en ce sens et je me suis rendu compte que en fait, c'est très politique d'être une femme noire foncée et de considérer qu'on n'a pas besoin de se transformer pour être digne d'être sur un plateau de télévision. Et au contraire, moi, c'est quelque chose de très important. Enfin, moi, j'aime bien la mode, j'aime bien la coiffure, etc. Donc pour moi, c'est important d'investir cet aspect-là esthétique et de ne pas essayer de me fondre dans un moule qui n'a pas été conçu pour mon corps, en fait, tout simplement. Donc oui, ça c'est important, et c'est un sujet qu'on aborde dans Kif Taras, dans le bouquin. On a tout un petit chapitre sur le colorisme, et qui n'existe pas seulement dans les communautés noires, qui existe aussi dans les communautés asiatiques, notamment sud-asiatiques. Il faut savoir qu'il y a énormément de produits dépigmentants qui sont vendus en Asie. C'est le continent en fait qui fait le plus gros chiffre d'affaires sur les produits de dépigmentation. Donc c'est important de le rappeler, et que c'est pas seulement chez les populations afrodescendantes que la question de la gradation esthétique de la couleur de peau est importante. Il suffit de regarder les films indiens, notamment les films de Bollywood. Le décalage qu'il y a entre la couleur des acteurs les plus connus et des gens qu'on voit dans les rues en Inde, quoi. Il y a un décalage quand même qui est incroyablement important. Et donc il y a plein de communautés en fait non blanches où il est vu comme étant plus acceptable d'avoir la peau claire et comme étant un atout esthétique assez important. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est extrêmement important. Donc merci à vous deux pour vos mots. Ça m'inspire beaucoup de savoir de quelle manière mes propos et mes travaux voyagent. Et ça me fait...
Merci. Alors, merci. juste pour compléter, en un mot, Rokhaya, je suis par là. Juste en un mot, avant de passer la parole à la dame qui est à côté de moi, est-ce que, par exemple, l'arrivée d'Omar Sy a modifié ou pas la perception, parce qu'on peut le qualifier d'un peu plus foncé que certains acteurs qu'on voyait avant. Est-ce que ça a fait bouger les lignes, et votre présence également sur les plateaux, est-ce que vous diriez que ça fait bouger les lignes ou c'est complètement périphérique en termes d'effet sur les consciences? Ça fait bouger les lignes, mais la pression esthétique est toujours plus forte sur les femmes. C'est-à-dire qu'on va accorder davantage de marge esthétique aux hommes qu'aux femmes. Donc là, on va voir un Omar Sy, on ne va pas forcément l'accabler par rapport au fait qu'il soit foncé. Ça va être plus difficile pour une femme noire de tout simplement être reconnue pour sa beauté en ayant la peau très très foncée. Et je dis que c'est moins le cas en France parce que, l'air de rien, les actrices qui travaillent le plus, ce sont des femmes comme Aïssa Maïga. Et c'est assez particulier et qui est magnifique, qui a eu des contrats avec des marques de cosmétiques. Donc voilà, ça joue. C'est-à-dire que moi, je sais que d'avoir vu ces femmes actrices qui étaient menées par Aïssa Maïga pour Noir n'est pas mon métier. Donc, quand elle a fait ce livre sur les actrices noires, avec d'autres actrices noires, avec 15 autres actrices noires, pour parler de leurs conditions, donc des actrices qui avaient entre 20 et 70 ans, me semble-t-il, qui se sont posées en fait sur les marches du Festival de Cannes, le point levé pour rappeler en fait que noir, c'est pas un métier, elles sont actrices avant tout, et donc il faut leur proposer des rôles à leur mesure. Avec des femmes qui avaient toute forme de carnation, de type physique, de taille, de silhouette. Ça rappelait aussi la complexité de la condition noire et de la féminité noire, et je trouvais ça extrêmement important et intéressant. Mais ça bouge, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail en fait, pour permettre... En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de dire, quand je parle des cheveux, c'est pas de proposer une injonction en fait aux cheveux naturels, mais de dire que le cheveu naturel, en fait, pour les populations afrodescendantes, c'est une option esthétique valide, aussi valide que les autres, et qu'on peut être la même personne, un jour avoir les cheveux comme ça naturels, le lendemain les cheveux lissés. Il y a pas de, moi j'ai pas de problème, mais que ça peut pas être, en fait c'est pas parce que la conséquence d'avoir fait du cheveu lissé la norme majoritaire chez les femmes noires, c'est que les personnes comme moi, vont être considérées comme n'ayant pas fait d'efforts, comme n'étant pas coiffées. Et alors que franchement, je suis très coiffée là. Je suis extrêmement coiffée. Mais du coup, on va être perçus comme des personnes un peu brouillons, un peu, un petit peu détendues, etc. Et en fait, ce qui est la norme, ce qui est le cheveu tel qu'il pousse sur ma tête, va être considéré comme quelque chose d'anormal. Et donc, c'est ça qui est assez compliqué. Mais évidemment, ça bouge. Et on n'est plus aujourd'hui dans les années... on a quand même une garde des Sceaux qui avait des tresses plaquées sur la tête. Et je pense que ce serait pas arrivé aux États-Unis. Donc il faut aussi savoir reconnaître les possibilités qui existent en France, qui n'existent pas forcément ailleurs. Et on va peut-être bientôt avoir encore une garde des Sceaux. Enfin bon, je me répète pas. Non, je crains qu'il y ait des personnes avec des afros dans le gouvernement, mais que ce soit pas moi. Enfin, je n'ai pas envie que ce soit moi, mais je crains que ce soit pas des personnes qui partagent notre avis. Je crois comprendre de qui vous parlez. Je passe à la question suivante. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous racontez. Et moi, je suis à Orléans et au FRAC par hasard, mais ravie d'avoir entendu tout ce que vous nous avez expliqué. Et si je me présentais, en fait, je suis aussi présidente de l'ANEF, l'Association nationale des études féministes. Mais je trouve que dans la suite des questions qui ont été posées, ça serait intéressant que vous nous donniez un aperçu de ce que sont les études décoloniales. Qu'est-ce que ça veut dire décolonial? Parce que c'est pas forcément simple et clair. Même moi, je sais pas très bien. Merci. Merci à vous, merci pour cette question. L'approche décoloniale, c'est une approche qui consiste à proposer une critique en fait de tous les résidus de la colonisation dans les rapports de pouvoir actuels. Sur le féminisme décolonial, je pense que la référence, c'est Françoise Vergès, en tout cas avec son livre « Un féminisme décolonial » qui est paru aux éditions La Fabrique, qui est extrêmement important et intéressant. Et c'est le fait de décentrer l'émancipation des femmes en tenant compte de la condition des femmes les plus opprimées. Notamment, par exemple, la question du féminisme. Quand on pose la question du féminisme et de l'accès au travail des femmes et à la sphère professionnelle, de quelles femmes on parle? Si on parle, par exemple, des femmes qui sont issues de l'esclavage, elles ont toujours travaillé. C'était pas un travail... Bon, déjà, de manière générale, les femmes ont toujours travaillé. Il y a un travail domestique qui n'est pas rémunéré, mais qui est du travail, qui crée de la valeur et qui a un rôle social extrêmement important. Mais si on parle du travail qui est considéré comme étant productif, en tout cas, le travail qui se situe en dehors de la sphère domestique, les femmes qui étaient réduites à l'esclavage, elles travaillaient. Elles travaillaient très dur. Donc la question qui se pose pour ces femmes-là,
c'est peut-être pas la même question. Peut-être qu'elle ne se pose pas dans les mêmes termes. Parce que ce n'est pas la question de l'accès à l'espace public, de l'accès aux travaux identiques à des travaux masculins, parce que les femmes qui étaient dans les cannes à sucre, elles faisaient des travaux de force qui étaient incroyables, incroyablement éprouvants. Mais peut-être que la question se pose dans d'autres termes. Pareil pour la question de la maternité. Sachant que, par exemple, Françoise Vergès a aussi écrit un livre qui s'appelle Le ventre des femmes, où elle parle des stérilisations forcées qui sont intervenues sur l'île de la Réunion au début des années 1970, qui sont très méconnues, à une époque où l'avortement était interdit en France, où des femmes réunionnaises en fait, ont été stérilisées, voire ont subi des interruptions de grossesse à leur insu, parce qu'on estimait que leur descendance était indésirable. Et que donc autant la descendance des femmes blanches hexagonales était encouragée, et pour cette raison, on voulait interdire l'IVG, mais pour les femmes qui subissaient la colonisation, eh bien, on estimait que leur descendance n'était pas valide, et donc on les a, d'une certaine manière, empêchées d'avoir accès à ça. Donc pour ces femmes-là, la question, évidemment, des droits reproductifs, elle se pose dans d'autres termes, puisque finalement, elles ont eu accès à l'IVG contre leur gré, depuis en fait une position coloniale, et donc décoloniser le féminisme, c'est tenir compte de cette complexité. Et c'est pareil quand on parle de notre capacité aujourd'hui en tant que femme à travailler, à peut-être nous émanciper des tâches domestiques, en tout cas imposer le partage des tâches domestiques. Ce qu'on constate, c'est qu'au fil des décennies, le pourcentage des tâches domestiques dans les ménages hétérosexuels, le pourcentage des tâches domestiques qui est accompli par les hommes reste quand même assez mineur. Il y a peut-être 10% entre les années 80 et aujourd'hui, on est dans les 70% et quelques, mais pour les femmes, mais l'écrasante majorité de la charge mentale et des tâches domestiques se fait, est toujours pris en charge par les femmes. Et quand les femmes, en fait, se dégagent de ces tâches, elles s'en dégagent en sollicitant d'autres femmes, rarement en sollicitant les hommes du foyer. Qui sont ces autres femmes? Des femmes pauvres, des femmes parfois en situation irrégulière, des femmes qui viennent d'autres pays, qui sont en situation, quand je dis irrégulière, ça veut dire en situation administrative précaire. Et donc, sur quel dos se déroule l'émancipation des femmes, finalement? Est-ce que ce n'est pas d'autres femmes qui vont pâtir de l'émancipation de ces femmes-là? Et comment ils les considèrent dans un féminisme décolonial? De la même manière que quand on parle aujourd'hui de l'accès qu'on peut avoir à certains produits vestimentaires, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde par d'autres femmes, qui sont payées rien, qui parfois meurent, comme dans l'écroulement de l'immeuble du Rana Plaza, je crois que c'était en 2015, au Bangladesh. Donc toutes ces questions-là, c'est en fait, quand on parle de la libération des femmes occidentales, pas seulement blanches, puisque je fais partie de ces femmes-là, qu'est-ce que ça coûte à d'autres femmes, en fait? Et décoloniser le féminisme, c'est s'interroger de manière à ne pas considérer notre position aujourd'hui, ici, en France uniquement, mais de savoir quel effet ça peut avoir sur des femmes qui sont aussi dans le même espace politique que nous en France, mais qui vont aussi être impactées dans d'autres espaces politiques, parce que finalement, quand on achète un t-shirt à 10 €, qui l'a fabriqué, qui est mort, qui ne s'est pas occupé de ses enfants, voilà. Et donc c'est ça, décoloniser le féminisme en fait, c'est le décentrer des problématiques uniquement bourgeoises et privilégiées, et systématiquement considérer par exemple aujourd'hui que quand on parle des violences sexuelles et sexistes, les femmes qui subissent le plus de violences sexuelles et sexistes, ce sont les femmes en situation de handicap, qui sont complètement invisibilisées en fait du débat actuel, alors que ce sont les femmes qui sont les plus exposées, parce que elles sont considérées comme étant dans une situation de plus grande fragilité, parce qu'il y en a énormément qui sont internées. Moi, je parle d'internement parce que les conditions d'accueil, le fait de mettre de côté une partie de la population, c'est c'est un système quand même d'exclusion politique massif. Mais voilà, décoloniser le féminisme, en fait, c'est vraiment... Moi, je pense qu'il faut partir des marges pour libérer le centre. Et que quand les femmes les plus précaires seront libres, nous serons toutes libres. Mais on ne peut pas libérer le centre et ne pas tenir compte de l'impact que ça a sur les marges. Merci pour cette réponse détaillée, Rokhaya. Alors, il y a une autre intervention. Je voudrais préciser, je me tourne vers l'organisation pour être précis. On a jusqu'à 20h, 20h05, c'est ça à peu près. Et après, c'est une partie dédicace.
Voilà, on peut aller jusqu'à 20h15, mais je dis ça juste pour pas qu'il y ait de frustration de ne pas avoir pris la parole, donc n'hésitez pas. Voilà, on va aller jusqu'à 20h15, c'est parfait. Mais voilà, qu'il n'y ait pas de frustration, vraiment n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je repasse le micro. Excusez-moi, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention. Du coup, donc moi, Rokhaya, je suis votre actualité sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Je suis la vôtre et celle d'autres militantes féministes et antiracistes, et j'essaye de me politiser de plus en plus ces dernières années, notamment avec de la théorie marxiste ces derniers mois, mais pas que. Et j'essaye de m'intéresser au féminisme, principalement intersectionnel, radical, etc. Aussi avec les écrits de Monique Wittig, qui m'ont beaucoup aidé à me déconstruire sur toutes ces questions. En fait, j'avais une question à vous poser, parce que donc, je suis étudiante à la Sorbonne et future enseignante, professeure d'anglais. Et je voulais savoir, connaître un petit peu votre avis, et éventuellement des clés de compréhension sur la question de l'éducation en fait, des jeunes, dans l'enseignement secondaire notamment, mais pas que, toutes les questions féministes, antiracistes, décoloniales, LGBTI, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vois qu'on est quand même dans un pays où le gouvernement est très hostile à tout ça. Le gouvernement qui reprend les éléments de langage de l'extrême droite, qui condamne en fait l'éducation aux questions de sexualité, aux questions LGBTI. Du coup, dans un pays comme la France, qui se veut donc le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, de l'universalisme républicain, etc., sachant qu'on est à des années-lumière de cet idéal républicain, comment est-ce qu'on peut en fait intégrer toutes nos luttes dans l'école dite de la République et faire en sorte que toutes les couleurs et toutes les nuances identitaires en fait soient représentées et incluses et puissent s'émanciper au sortir du système éducatif, au cours du système éducatif, je veux dire, au sein du système éducatif, et pas attendre en fait d'en être sorti pour espérer une émancipation avec toutes les discriminations qu'implique l'arrivée sur le marché du travail. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance pour la suite de votre carrière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la production des savoirs, elle est aussi issue d'un rapport de force. Et c'est un rapport de force qui reflète évidemment, en tout cas, cette production reflète les rapports de force qui existent dans la société. Et donc, nécessairement, va se faire l'écho de ces rapports de domination. Donc, l'éducation nationale s'efforce de dispenser un savoir complet. Pour autant, elle n'est pas exempte de la reproduction en fait par exemple, je pense à l'histoire parce que c'est ce qui me semble le plus évident, mais d'une histoire qui est partielle et qui est départie de ses complexités. Mais de la même manière que l'histoire, on l'apprend évidemment à l'école, mais on l'apprend aussi avec les noms des rues, avec les noms des statues, dans les musées. Et ces musées-là, d'une part, ils sont en grande partie remplis par des œuvres pillées dans le cadre de la colonisation. Enfin, le rapport de Phil Winsor et Bénédicte Savoie est assez parlant sur le nombre d'œuvres volées enfin, dans le cadre de la colonisation qui sont dans les musées français. Donc rien que le fait de savoir ça, de le dire, le refus qui a été fait de restituer les œuvres en partie au pays concernés, même s'il y a quelques œuvres qui sont reparties, un sabre au Sénégal, quelques œuvres au Bénin, etc. Mais là, on parle de dizaines de milliers d'œuvres qui sont encore dans les musées français et dont les conservateurs prétendent que les Africains ne sauraient pas les entretenir. Mais déjà, qui a dit que une création artistique doit être dans un musée, en fait. Enfin, je veux dire, oui, le musée, c'est la manière dont on présente les œuvres dans un contexte qui est notre contexte culturel ici, mais en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut des œuvres qui existent dans un contexte culturel différent. Donc déjà, cette question-là de comment on doit préserver des œuvres, c'est une question, et comment on les présente, et comment on présente la possession, en fait, de création, c'est déjà une question, parce que en fait, l'éducation nationale, elle se fait dans le cadre des cursus, mais on va tous au musée quand on est, tous et toutes au musée quand on est à l'école, on va au théâtre, donc on va faire d'autres visites qui vont contribuer à nourrir notre savoir. Et donc, pour moi, c'est un travail d'envergure, mais qui peut pas uniquement reposer sur ce qui se passe dans les écoles parce que c'est insuffisant. Il y a des enseignants qui vont essayer d'apporter de la complexité, d'apporter de la perspective en fait, en peut-être présentant certains personnages historiques de manière un petit peu plus complexe, notamment en rappelant que certains ont participé à des crimes contre l'humanité. Enfin, je pense à Colbert dont on parle énormément. Colbert, il a quand même sa statue qui trône à l'entrée de l'Assemblée nationale, qui est la chambre du peuple, en fait, qui est la représentation du peuple. Donc,
je veux bien que ce soit l'inventeur de la comptabilité moderne et un très grand ministre, mais c'est quand même quelqu'un qui a été un des rédacteurs du Code noir. Le Code noir dont le premier article est très violemment antisémite, ça on le rappelle très peu, mais le premier article du Code noir demande l'expulsion des Juifs des colonies. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle jamais, mais c'est quand même super important de rappeler quand même que ces histoires-là aussi sont liées, ces histoires d'exclusion. Et puis tout le reste explique toutes les tortures qu'on doit faire subir aux personnes victimes de l'esclavage si elles tentent de se considérer comme humaines, en fait, tout simplement. Donc ça, je trouve que c'est important de le dire, mais quand on a des gouvernements conservateurs, c'est très compliqué en fait de compter uniquement sur l'éducation nationale. Et moi, ma réflexion, c'est une réflexion peut-être autour de l'éducation populaire. Je pense que pendant très très longtemps, ça a été le fait des partis. Je pense notamment au Parti communiste qui historiquement a beaucoup été à l'œuvre dans l'éducation populaire et que peut-être a abandonné cette partie-là de son activité politique. Et peut-être que il y a quelque chose à faire de ce côté-là, du côté des associations, du côté des partis, qui est d'outiller les personnes, notamment jeunes, par rapport à une histoire qui serait une histoire plus inclusive. Tout à l'heure, je vous parlais de la marche pour l'égalité contre le racisme. Pour moi, c'est un des mouvements sociaux les plus importants du XXe siècle. Pour quelles raisons on ne l'enseigne pas? Pourquoi finalement on n'enseigne pas vraiment l'histoire de l'immigration? Parce que c'est une histoire qui explique énormément de choses sur qui nous sommes aujourd'hui. Et des mouvements de lutte de l'immigration, que ce soit cette marche pour l'égalité et contre le racisme, que ce soit les mouvements sociaux dans les résidences Sonacotra dans les années 70 des travailleurs immigrés, la participation des travailleurs immigrés à mai 68, enfin, c'est quand même quelque chose de très important, et des personnes, enfin, on parlait du handicap, il y a une excellente série qui est en ce moment sur France Culture dans LSD, la série documentaire sur les personnes en situation de handicap et sur les mouvements sociaux. Le fait que les personnes en situation de handicap aient participé à mai 68 aux côtés du mouvement ouvrier avec un vrai logiciel marxiste, notamment avec cette revue qui s'appelait Handicapés méchants, qui avait l'air juste génial, avec une lecture en fait de classe en fait de l'oppression des personnes handicapées. Bah, tout ça on l'apprend pas et on l'apprendra pas à l'école. Je pense qu'il faut être réaliste. Donc trouver des espaces d'éducation qui soient complémentaires et qui permettent auxquels la jeunesse peut avoir accès. Qu'on n'attende pas l'âge adulte, comme ça a été mon cas, pour savoir des choses qu'on devrait savoir par ailleurs. Mais après, il y a d'autres endroits où on apprend des choses. En fait, il y a la culture, les films, la littérature, les séries. Et je trouve qu'en France, on n'a rien en fait sur ces histoires-là. Dans pas longtemps, Disney+ va diffuser une série sur l'histoire de Malek Ousekine. C'est Disney qui fait ça en France. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. On a un service public quand même dans ce pays. C'est Disney+ qui va faire une série sur l'histoire de Malek Ousekine, qui est donc une histoire de violence policière qui est survenue en 1986. Et je trouve ça, moi je suis très contente que ce soit Disney qui le fasse. Mais donc ça va être Disney, Netflix, Amazon Prime qui vont faire en fait qui vont raconter ces histoires-là. Et ce n'est pas le service public qu'on paye avec notre redevance. Donc moi je pense aussi qu'on devrait être capable aussi peut-être d'interroger les personnes qui sont censées nous faire cette mission de service public qui est de raconter l'histoire. Et tant mieux si Disney le fait avec la contribution de personnes comme Faiza Again au scénario. Mais je trouve ça quand même assez regrettable que finalement ce soit des entreprises privées qui mettre les moyens pour nous raconter notre histoire. Et symboliquement, je trouve ça très très fort que la première série française produite par Disney+, ce soit l'histoire de Malek Ousekine. Et c'est triste aussi pour notre service public que ça n'arrive pas ailleurs, quoi. Merci pour cette réponse. Alors, avant de passer la parole à votre collègue chroniqueur de Radio Campus, j'avais une question qui rejoint un peu ce que vous détaillez depuis tout à l'heure, notamment la question du rapport de force. Vous acceptez le principe, vous reconnaissez le principe d'un racisme d'État. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Je n'ai pas changé d'avis. Voilà. Okay. Et je ne vous connais pas comme ça. Et je voulais savoir, pour se raccrocher à l'actualité, on est en 2022, on est en mai 2022, pas très loin d'ici, il y a 6 personnes congolaises, des étudiants, des femmes et des hommes, à qui on refuse les droits malgré leur venue d'Ukraine. Comment on peut mener un combat
comme celui que vous menez dans une France qui fait le tri sélectif entre les bons et les mauvais réfugiés, les bons et les mauvais migrants, les bons et les mauvais déplacés. À savoir que les Ukrainiens blonds aux yeux bleus ont accès à un certain nombre de droits et c'est tant mieux pour eux. Par contre, les Congolais, c'est absolument 0 droit et c'est écrit noir sur blanc sur des textes préfectoraux. Comment on mène un combat dans un climat comme celui-ci ? Oui, effectivement, j'ai eu connaissance de ça. J'ai tweeté d'ailleurs l'article qui en parlait grâce à un ami qui est dans la salle aujourd'hui, qui m'a envoyé un email au moment où ça se produisait. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir que des personnes qui fuient les mêmes bombes arrivent en France et se trouvent en fait exposées à des situations administratives différentes et à un soutien de la part de l'État français qui est différent. Quand je parle de racisme d'État, ça ne signifie pas que le racisme soit inscrit de manière explicite dans les lois. Ça veut dire que l'État français produit du racisme. Et l'exemple que je prends souvent, c'est évidemment l'exemple des violences policières. Donc cet exemple-là, c'est un exemple évidemment récent qui est très éloquent. Mais l'exemple des violences policières et le fait que la France a été condamnée de multiples fois par la Cour européenne des droits humains notamment pour des violences racistes effectuées par les forces de l'ordre. La dernière fois que la France a été condamnée, c'était par la Cour d'appel de Paris, le 13 juin, je crois, en tout cas c'était en juin dernier, suite au contrôle au faciès brutal de 3 adolescents à la gare du Nord à Paris. Donc je pense que quasiment personne n'en a entendu parler. Pourtant, la Cour d'appel de Paris a condamné la France pour faute lourde. Et avant cela, la Cour de cassation avait condamné la France pour faute lourde, pour des raisons totalement similaires, où des personnes avaient été contrôlées au faciès, 13 plaignants, dans le quartier de la Défense, en banlieue parisienne. Ce qui m'interpelle dans ça, c'est que la condamnation est survenue, mais que ça n'a eu absolument aucune conséquence. Donc l'État français est condamné à plusieurs reprises par différentes cours françaises ou internationales et ne fait rien. C'est ça le racisme d'État. C'est que vous avez une cour de justice qui vous dit que vous avez eu des attitudes racistes. En plus, sur les 3 derniers, c'était des mineurs, des adolescents, des lycéens qui rentraient d'un séjour en Angleterre, qui ont été humiliés devant leurs camarades. Et finalement, malgré la faute, personne dans l'exécutif ou sur le plan législatif, personne, j'imagine que parmi les parlementaires, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, mais en tout cas, il ne se passe rien. Personne finalement ne met en œuvre des dispositifs pour faire en sorte que l'État cesse de discriminer et de violenter ses citoyens, chose qui est reconnue, c'est-à-dire que là, c'est très républicain. Et c'est en ça que je parle de racisme d'État, c'est à minima du racisme d'inaction. C'est-à-dire qu'on est sanctionné, mais c'est pas grave en fait, on continue, ça fait même pas polémique. Enfin, quand ça est arrivé en juin dernier, il y avait très très peu de papier là-dessus. Et en fait, on fait comme si le monde continuait à tourner tout à fait normalement et la République pouvait continuer à revendiquer son universalisme et son principe d'égalité, alors que sa propre cour de cassation et la cour d'appel de Paris reconnaissaient que ce n'était pas le cas sur le terrain. Donc c'est pour ça que je parle de racisme d'État. Le racisme d'État, c'est l'État français qui est condamné pour faute lourde et qui décide qu'il ne faut rien faire. Merci pour cette clarification. Je pense que c'est important de pas mélanger tous les concepts et tout le sens que peuvent avoir les mots. Alors donc j'avais une demande d'intervention juste là-bas. Je fais le tour. Oui. Alors comme l'heure tourne, je vais vous demander évidemment de faire des questions courtes. Si vous le pouvez, ce serait parfait. Merci beaucoup. Merci Mourad. Bonjour Madame Diallo, je suis très content de pouvoir être là ce soir et de vous entendre. Voilà, c'est très motivant. Je trouve qu'il y a une très bonne énergie qui s'en dégage et c'est très bien. Moi, la chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que aux dernières élections présidentielles, Éric Zemmour a fait 7%. On a eu plus de 40% de Front National au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous constatez qu'il y a une libération de la parole raciste ? Enfin, maintenant, c'est devenu un lieu commun dans les débats télévisés ou dans les débats aux élections présidentielles de parler de grands remplacements et de ce genre de choses qui visent du coup particulièrement les personnes racisées. Il est vrai qu'il y a un déploiement de la parole raciste vraiment auquel on a pu assister durant la dernière décennie, la décennie 2010 et puis la décennie actuelle, dans les médias, de manière vraiment extrêmement conséquente. Pour ce qui est du Rassemblement national, ce que je trouve vraiment effarant, c'est cette capacité qu'on a perdue à être horrifié en fait de voir le Rassemblement national prendre une telle place et à normaliser un discours politique qui dans le fond n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce programme en fait qui promeut la préférence nationale, qui est vraiment le logiciel en fait du Front national depuis ses débuts et qui contrevient
au principe de la République, qui contrevient à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui contrevient au principe d'égalité qui figure dans la Constitution dans plusieurs articles, et qui n'est même pas discuté comme tel. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, Marine Le Pen, avec ses selfies de chat, ses vidéos de chat, elle a réussi à se faire passer pour... Bien sûr que c'est un être humain tout à fait normal, c'est un être humain fait de chair et de sang, mais ce qu'elle défend, c'est quelque chose de profondément anti-républicain. Et qu'on a perdu de vue, en fait, le devoir qu'on devrait avoir de s'indigner, et que finalement, dans le débat qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen, il y a un mépris qui a été affiché de la part du président de la République, mais qui n'était pas un mépris pour ses idées. C'était un mépris pour la médiocrité de la manière dont elle déployait ses idées, mais pas pour le fond. Et le président de la République a quand même fini par lui dire « je vous respecte ». Alors que 2 semaines avant, il disait qu'elle faisait la promotion d'un programme raciste. Alors, qu'est-ce qu'on respecte chez une personne dont on reconnaît que le programme est raciste ? Je trouve, et quelques temps auparavant, quand même, Gérald Darmanin avait dit dans un débat à Marine Le Pen qu'il trouvait qu'elle était trop molle. Et c'est ça que je trouve en fait vraiment scandaleux et vraiment grave, c'est qu'en fait on a un ministre de l'Intérieur qui est capable de dire à une personne qui est d'extrême droite, qui a un programme d'extrême droite, qui a un programme qui est raciste, qui a un programme qui est sexiste, il faut rappeler aussi ce que ça provoquerait sur les droits des femmes, qu'elle est trop molle. Et que en fait on ne lit plus le Rassemblement national comme étant un parti qui a quand même été fondé par des nostalgiques du fascisme et du nazisme, par des anciens nazis. C'est ça les racines du Front National qui est devenu le Rassemblement National, mais qui a gardé les mêmes fondamentaux. Et il y a des journaux qui ont très bien fait le travail de décryptage, je pense à cette tribune qui est parue dans Le Monde, au travail qui a été fait par Mediapart ou par Libération, d'analyse du programme du Rassemblement National, mais je trouve que cette analyse a été très peu portée à la connaissance du grand public, et dans les débats, on ne parlait plus vraiment à Marine Le Pen comme étant porteuse de cette idéologie, et je trouve que c'est ça vraiment qu'on a perdu. C'est vraiment une normalisation de sa présence dans l'espace politique. Et d'une certaine manière, la présence d'Éric Zemmour a donné l'impression qu'elle était respectable. Parce qu'en fait, il était tellement outrancier que d'une certaine manière, ça lui a donné une image de personne sympathique, qui rigole, qui adore les chats, qui est une femme célibataire qui vit avec sa meilleure amie. Enfin, c'est quand même pas ce qui la caractérise le plus. En tout cas, s'il s'agit de la porter... au pouvoir, quoi. Et ce que je crains, c'est que finalement, on perde la grille de lecture, qui est la grille de lecture politique de son parti, et qu'elle a perdu cette année, mais qu'il y a encore d'autres élections qui vont arriver, et elle se rapproche dangereusement du pouvoir, et que la manière dont elle est interpellée politiquement n'est plus si politique que ça, en fait. Et que vraiment cette volonté de dire mais quand même les électeurs du Rassemblement National sont des gens qui sont en souffrance, alors il ne faut pas les vexer, etc., etc. Non, mais en fait ces gens, il faut les secouer et leur dire oui, ok, c'est dur la vie, mais ce pourquoi vous votez, c'est hyper dangereux et vous en serez les premières victimes, parce que c'est un programme qui est un programme libéral en réalité. C'est pas un programme qui va améliorer le pouvoir d'achat de qui que ce soit, c'est un programme qui reste un programme libéral. Donc moi c'est ce que je trouve le plus inquiétant dans ce qui s'est produit ces dernières années. Merci pour votre question. Merci pour la réponse, Rokhaya. L'heure tourne, je ne peux plus prendre d'inscription parce qu'on va déborder. Je vais vous passer le micro, je vais vous demander vraiment, s'il vous plaît, de faire très court, je suis désolé. Et puis, je vais faire deux personnes par deux personnes, comme ça, après, vous pouvez répondre tous les uns, enfin, vous pouvez vous répondre sur les thématiques abordées. Merci. Bonsoir Madame Diallo, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je ne connaissais pas du tout votre parcours. Moi, je suis responsable d'un centre des Restos du Cœur. Je m'occupe principalement des étudiants et étudiantes sur la Source, quartier pas plus populaire. Par rapport à tout ce que j'ai écouté, parce qu'on s'est découvert ce soir, et ce ne sera pas une question, mais ce sera plutôt une invitation à plus réfléchir. Vous avez quand même la capacité de pouvoir faire bouger les lignes et puis d'aider nos jeunes. Moi, j'ai une population d'étudiants, moi je les appelle les bébés parce que j'ai des bénévoles qui sont bénéficiaires. Ça va de 18 à 30 ans étudiants. Dans mon équipe, j'ai toutes nationalités, j'en ai des blancs, des noirs, enfin, les couleurs qu'on connaît classiques. Aujourd'hui, ouais, je pense qu'il serait plus à réfléchir d'entrer dans le gouvernement et puis nous aider, parce qu'aujourd'hui, le barrage que j'ai à la préfecture pour faire passer les dossiers, pour aider à l'emploi aussi, parce que je m'occupe de ça. Moi, j'ai un métier, je travaille dans l'agroalimentaire en tant que commercial, donc je vois des jeunes qui viennent avec des CV, je vérifie les CV pour qu'ils puissent rentrer dans le monde du travail. On leur dit non, et quand je revois qu'après je vais les présenter directement, ça marche, je pense qu'il y a quelque chose à faire.
il y a une ségrégation qui est faite et puis un barrage important à faire aussi bien sur les jeunes qui voudraient travailler et puis d'autres qui ont les moyens, les capacités, qu'importe la couleur. Pour moi, il n'y a pas de couleur. Moi, du côté de chez moi, mon père était européen. Du côté de ma famille, donc du côté de ma mère, ils étaient algériens. Ça ne se voit pas sur moi, je m'appelle Francis. Et le discours, il passe très bien chez mes jeunes. Donc, réfléchissez encore plus sur votre réflexion. Devenir au gouvernement, on a besoin de vous. Merci de m'avoir fait confiance aussi Merci. rapidement, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. Après, je suis convaincue que si on a un gouvernement de gauche, il y aura énormément de personnes de qualité qui pourront déployer justement ces outils pour plus de justice. La question de la pauvreté et de l'appauvrissement des étudiants, mais aussi de leur santé mentale, c'est une question qui s'est posée de manière particulièrement crue ces dernières années, et je crois que c'est extrêmement important. Moi, j'ai vraiment envie d'utiliser ce que je sais faire pour donner de l'écho à ces questions, mais je suis convaincue que les personnes compétentes ne manquent pas dans ce pays, et j'espère surtout que les personnes qui ont envie de s'engager vont réussir à faire peser la balance dans le sens de la justice sociale. Mais merci beaucoup pour votre confiance, je suis très très honorée. Merci Madame la Ministre. On termine. On va vraiment essayer de regrouper les dernières questions et puis on vous laissera conclure. Oui, bonsoir. Moi, quand j'entends être noir en France, je pense essentiellement à tous ces mineurs non accompagnés qui sont dans une misère, dans une solitude effroyable. Il faut bien savoir qu'il y a une espèce de maltraitance de la part de l'aide sociale à l'enfance quand ils arrivent à y rentrer, quand ils ne sont pas déminorisés et mis à la rue. Et bon, je crois qu'ils sont bien loin de tous les discours qu'on a entendus ce soir, aussi pertinents soient-ils, et qu'il y a vraiment une misère et une solitude vraiment très grande dont je voulais témoigner. Et je pense que chacun d'entre nous peut être sollicité pour leur être attentif. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis pour avoir fait une question très courte. Merci beaucoup. Bonsoir Rokhaya, Soufiane, 1m74, 80 kg, chose du 43, j'habite Orléans, et je me lève pour vous voyez. Ouais. Et en fait, je veux juste m'inscrire en faux par rapport à votre témoignage au début. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas de bannière. Alors, en revanche, je me reconnais complètement dans ce que vous avez pu évoquer. Hein. Je pense qu'il y a un sérieux sujet en France sur la reconnaissance de la pluralité. Et ou même de la singularité de chacun, c'est-à-dire qu'on aime bien vous ranger dans des cases et vous assigner à résidence sur une thématique ou un sujet particulier. Pour ma part, j'ai été étudiant, j'ai été sportif. Quand j'étais jeune de haut niveau, j'ai représenté la France et on nous range dans des cases très facilement. Et souvent, on prend le raccourci de ce qui va vous réduire le plus, en fait. Donc moi, on m'a souvent assigné à sportif, en fait, et pas à universitaire. Et puis j'ai un autre écueil aussi, c'est que je suis noir-arabe, c'est-à-dire que ma mère est marocaine et mon père est Guinée-Conakry. Donc c'est pas simple en fait à faire comprendre à beaucoup. Et là où je m'inscris en faux par rapport à votre témoignage, c'est qu'en fait vous avez, moi je me retrouve complètement votre parcours. On a à peu près le même âge et j'ai connu les gâteaux bamboula quand j'étais petit. J'ai connu les films avec Tarzan où le noir tombe dans un ravin et on dit ah on a perdu les médicaments. Je dis il y a un Renoir qui est mort là quand même. et construit avec ça quoi. C'est pas simple. Et j'ai connu aussi quand j'étais plus jeune, parce que j'ai grandi dans un quartier de la banlieue orléanaise, les petites crasses comme toi, on m'a les renvoyer d'où elles viennent. Et puis j'ai eu un parcours assez sinueux parce que j'ai été élu aussi de la République pendant 12 ans, ici, localement. Et quand j'arrivais sur les événements, on me disait « mais bonjour, vous faites la sécurité ». Et donc c'est plein d'accumulations comme ça, d'épisodes. J'ai entendu parler de micro-vérification et en fait c'est pas simple de les surpasser à chaque fois et c'est vrai que ça nous endurcit. Et moi je suis un peu hardcore, c'est vrai que je suis dur. Mais j'ai aussi cette sensibilité-là qui me permet de tenir compte de la particularité, de la singularité de chacun. Et moi, j'accepte tout. Hein. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis qui sont gays, j'ai aucun problème avec rien. Mais je porte la bannière plutôt je prends parti de défendre ce qui me semble injuste avant tout, quoi. Voilà. Et merci pour votre combat, la façon dont vous le portez, avec beaucoup de look et une singularité qui vous va bien. Merci.
Merci pour les témoignages. Je pense que c'est important. Merci, Madame, par rapport à la question des mineurs isolés, de rappeler que ces questions-là sont des questions qui ont vraiment des conséquences humaines désastreuses. Je pense que cette question de la moindre valeur de certaines vies qui a été construite par une histoire de déshumanisation de certains corps qu'on va percevoir, dont on va plus percevoir l'enfance en fait tout simplement parce que ce sont des corps qui sont perçus comme plus robustes, plus solides, moins humains et donc pour lesquels on va avoir moins d'empathie. Ça se traduit de manière extrêmement tragique pour énormément d'enfants ici dans le monde et je vous remercie de nous rappeler que ce ne sont pas des questions uniquement théoriques mais éminemment concrètes et puis merci pour votre parcours qui rappelle qu'on a des complexités et que effectivement certaines personnes vont se contenter de voir qu'une partie de notre identité mais qu'en fait on a des appartenances qui sont multiples qui justement construisent l'identité qu'on a et ce sont certaines appartenances qui vont être mobilisées à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a des contextes où on va plus être vu comme tel, d'autres comme autre chose et c'est aussi ça pour lequel on plaide, c'est la capacité à pouvoir se définir soi-même selon ses propres critères. Donc pour moi, je pense qu'on est complètement alignés. Donc merci beaucoup. On va prendre vraiment là, c'est les 3 dernières, mais je vais vraiment demander aux personnes de faire très très court et Rokhaya de répondre a posteriori, comme ça on est bon. Là je comprends, après la déclaration en amouré, il fallait forcément répondre à Soufiane, mais voilà, là on va vraiment prendre les 3 et puis ensuite conclure. Bonsoir, merci pour la parole. Merci Rokhaya pour votre engagement et pour tout ce que vous faites. Moi, j'aimerais revenir sur la question de l'engagement que vous avez auprès des femmes, puisque c'est par là que vous avez commencé votre engagement. Comment comprendre qu'aujourd'hui, en 2022, on en soit encore à catégoriser, si je peux dire, le féminisme, que le féminisme aujourd'hui n'englobe pas toutes les femmes, mais qu'on soit toujours à regarder par exemple un féminisme blanc, féminisme noir, féminisme handicapé. Comment comprendre qu'aujourd'hui on ne soit pas encore à un féminisme tout court, que quand quelqu'un entend féministe dans la rue, si je dis que je suis féministe, qu'on ne va pas savoir si je défense juste les femmes noires ou les femmes arabes ou les femmes voilées. Comment comprendre ça aujourd'hui? Merci. Rokhaya vous répond dans quelques instants. Pareil, je vous demande la même concision. Bonsoir, je voulais déjà vous remercier pour le combat que vous portez parfois sur les médias. C'est comme ça que je vous ai connu, avec une fougue que je trouve assez impressionnante, seule avec un E contre tous. Et je vous parle là en tant qu'étudiant. On est confronté, on a parlé de l'élection présidentielle 2022, à une nouvelle génération que je qualifierais de bébé Zemmour. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait, toutes et tous étudiants, femmes portant le féminisme au cœur, hommes alliés de ce même féminisme, pour pouvoir réagir de la façon la plus simple face à ces individus avec, on l'espère, le même talent rhétorique que le vôtre. Merci. Et je me dirige vers la toute dernière intervention. Et puis, je laisserai Rokhaya, qui j'espère construit l'ordre des questions qui sont très lourdes dans sa tête. Je lui fais confiance pour ça. Voilà, merci. Moi, c'était pas une question, c'était rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, enfin, vous disiez tout à l'heure, Rokhaya, notamment par rapport à la banalisation de l'extrême droite. Et je trouve que, voilà, même localement, quand on essaye de s'attaquer justement des collectifs antifascistes et tout, par rapport à l'extrême droite, il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, à la fac, il y a quand même un gros problème à l'heure actuelle. Et il va falloir qu'on interpelle. Moi, je suis féministe, je fais partie d'Offensive Féministe et pour un féminisme inclusif, et il n'y a pas un féministe, il y a des féministes. Et donc je tiens à rappeler qu'il y a le groupe La Cocarde qui s'est créé, qui est quand même, il y a des Zemmouriens, c'est vraiment un groupe d'extrême droite et je trouve que ça réagit pas beaucoup. Alors il y a un groupe antifasciste qui s'est créé sur la fac, qui ne sont pas nombreux, il va falloir les aider, il va falloir interpeller la fac d'Orléans parce qu'ils tractent sur la fac quand même et c'est quand même un discours qui est inacceptable. Donc voilà, c'était pour aussi alerter localement, avoir un petit peu un ancrage local, profiter de cette audience pour pouvoir interpeller la faculté par rapport à ce groupe qui vient de se créer, qui est un groupe discriminant fasciste. Merci beaucoup.
quelques mots de réponse, D'accord. Rokhaya, pour qu'on puisse avoir le temps derrière de pouvoir rencontrer les gens à l'occasion des dédicaces. Merci beaucoup. Pour la question du féminisme, je pense que c'est pas diviser que de reconnaître les particularités des gens. C'est vraiment, je pense que c'est vrai que instinctivement, on peut se dire que le fait de nommer des féminismes en fonction des expériences des femmes qui composent la catégorie femmes et des personnes non binaires d'ailleurs, qui sont là, dans cette catégorie qui n'est pas masculine, on peut se dire instinctivement que ça divise, mais en réalité, ça permet aux personnes qui ont le moins de pouvoir de voir leur spécificité reconnue. Parce que quand on dit le féminisme, finalement, les personnes qui ont le plus de chances de voir reconnaître leurs conditions, ce sont les femmes qui ont l'avantage de moyens d'accéder à une forme de visibilité, qui ont le plus de pouvoir. Et je pense que c'est important de dire que parmi les femmes, il y a tout un tas de réalités sociales qui doivent être nommées. Et je ne trouve pas que ce soit divisé. C'est pas parce qu'on est... moi, je ne me définis pas forcément comme afroféministe, mais je sais qu'il y a des femmes qui vont se définir comme afroféministes. C'est pas parce qu'on est afroféministe qu'on n'est pas féministe. Et je pense que parler du féminisme blanc, c'est de parler aussi des impensés par rapport à d'autres femmes qui existent aussi. Et c'est évidemment l'idéal, ce serait qu'on reconnaisse... C'est comme ce que je disais tout à l'heure, l'antiracisme. Oui, on est antiraciste, mais parmi les personnes qui sont victimes de racisme, une personne d'origine asiatique ne vivra pas la même chose qu'une personne noire, qu'une personne d'origine nord-africaine, qui d'ailleurs peut être aussi bien noire que non noire. Donc, je pense qu'il faut nommer les choses pour mieux les dépasser. Et que, évidemment, à terme, mais même la catégorie femme, en réalité, elle se questionne. Enfin, je veux dire, avec toutes les questions qu'on se pose sur le genre, oui, c'est une catégorie qui est aussi construite en grande partie socialement. Donc, il faut, en fait, désigner les catégories d'oppression pour pouvoir les dépasser. Mais si on ne met pas de mots dessus, en fait, on passe à côté, je pense, de l'essentiel. Et pour en revenir à la question des jeunes... d'extrême droite, que ce soit la génération Zemmour ou génération identitaire, là, tous ces groupes qui sont extrêmement forts sur les réseaux sociaux, je pense que c'est ce que vous disiez par rapport au fait qu'il n'y avait pas une grande sensibilisation aujourd'hui par rapport à l'antifascisme, il y a quelque chose qui s'est vraiment perdu par rapport aux générations précédentes. Il y a vraiment un travail d'organisation à faire, vraiment, d'organisation politique, en réalité. Et ça, c'est un travail de terrain. En réalité, un travail de terrain, un travail d'identification des problématiques des personnes qui sont potentiellement victimes de ces groupes, pour partir de leurs problématiques et réussir à les réunir autour d'une cause qui va toucher à leur quotidien et à leurs priorités. Donc ça, c'est vraiment de l'organisation politique, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est... des structures en fait qui permettent de réunir des communautés d'intérêt et vraiment de déployer en fait une opposition, parce que en réalité ces forces-là sont extrêmement bien organisées. Je veux dire, les gens de Zemmour, ils étaient super choqués de faire 7%, parce qu'en fait ils sont tellement bons sur les réseaux qu'ils avaient l'impression d'être pleins. Et finalement ils sont moins que prévu, même si je trouve que 7% c'est déjà beaucoup trop, mais c'est parce qu'il y avait vraiment une capacité en fait à rendre visible leur discours et à l'imposer au reste de la sphère politique, qui était beaucoup plus importante que ce qu'ils représentent vraiment politiquement. Donc c'est vraiment un travail d'organisation et de présence dans la sphère médiatique qu'il faut repenser, et là on a législative qui arrive, mais il y a 5 ans qu'il faut préparer pour la prochaine présidentielle, donc c'est voilà. C'est à votre génération de le faire aussi. Très bien. Merci infiniment pour ce mot de la fin. Alors, juste en un mot, vraiment, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas sur des lamentations ou du fatalisme, mais qu'on est sur un discours de combat. Alors que c'est ce que ça vienne de vous, mais que ça vienne aussi de la salle, de l'assistance. Et je trouve ça extrêmement positif pour les mois, les années à venir, sur ces questions, notamment de racisme et de place des femmes. Juste une petite précision technique avant de passer la parole au directeur des lieux. Il va y avoir donc une séance de dédicace. Vous allez pouvoir... aller en librairie, passer en librairie, si vous le souhaitez évidemment, acheter un ouvrage que Rokhaya se fera un plaisir de vous dédicacer, et vous pourrez à ce moment-là l'approcher et la toucher en vrai. Voilà. Et donc voilà, je laisse... Là, on va parler de la question du consentement. Non, parce que je disais toucher, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans le sens où les gens vous connaissent par la télévision, et que là, pour dire qu'elle est vraie, qu'elle existe, j'ai rencontré Rokhaya Diallo. Je laisse la parole au directeur pour la suite des événements, et je vous remercie infiniment pour votre participation et votre attention. Merci beaucoup.
Alors, moi, je voulais juste vous dire que je suis très, très ému parce que l'arabe que je suis, arrivé sans papier dans les années 90, qui se retrouve là à faire un débat en invitant Rokhaya Diallo alors qu'il est devenu directeur du FRAC Centre-Val de Loire, c'est juste hallucinant. Je pense pas que j'avais prévu ça dans ma vie. Et je suis très, très heureux, mais je suis très, très heureux surtout que le FRAC devienne ce qu'il est devenu ce soir. Ça veut dire un lieu, un espace public et un lieu de débat. Et c'est ce qu'on essaye véritablement de faire. Si vous ne voulez pas aller au musée, n'y allez pas, mais venez au FRAC. Donc, notre but, c'est vraiment, parce que ce qui, à mon sens, manque le plus actuellement en France, c'est des lieux où tout peut se dire, où la discussion de ce soir était possible. Et notre engagement, c'est de faire de ce FRAC un lieu où tout peut se dire, bien sûr, sauf l'antisémitisme, le racisme, etc., et les extrêmes. Mais il faut qu'on arrive à débattre, et on n'a pas d'espace pour ça. Et le FRAC a maintenant, notre volonté, c'est de transformer le FRAC en ça. Donc, et nous travaillons véritablement que dans cette perspective. Et après tout, moi je voudrais juste dire à toutes et à tous, nous avons à notre échelle chacun un petit pouvoir. Moi j'en ai un grand, je dirige une grosse institution, j'ai du budget à dépenser, mais si c'est la folie. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais de ce pouvoir? Si à chacun de nous, se pose la question, chacune, qu'est-ce que je fais du pouvoir qui m'a été donné? Est-ce que je peux le donner aux libertés et aux égalités? On pourra peut-être faire changer les choses. En tout cas, c'est notre volonté au FRAC. Revenez nous voir, le programme ne s'est pas arrêté. Et en septembre, venez nous voir à Vierzon, parce que ça va être encore plus, parce qu'on va parler de féminisme et de liberté. Et puis, je vais m'engager, même avant même qu'elle le dise, on va revoir Rokhaya au FRAC, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci.